Reed Ashford avait tout. Un empire de l'ombre qui s'étendait sur la moitié de Chicago. Un penthouse au 50e étage avec une vue sur toute la ville. Et 26 Noëls passés dans une solitude glaciale. On l'appelait le fantôme. L'homme que personne ne voyait jamais, mais que tout le monde craignait. Il pouvait tout acheter dans ce monde, mais il ne pouvait pas s'offrir un seul dîner avec quelqu'un qui l'attendait à la maison. Jusqu'à la nuit du 24 décembre où son téléphone sonna. Pas un ennemi, pas un partenaire d'affaires, juste un appel manqué d'un numéro inconnu. Il a rappelé et a entendu la voix tremblante d'un enfant à l'autre bout du fil. « Monsieur, vous êtes libre? » Ma petite sœur pleure. Maman a dû travailler ce soir. On n'a personne. Reed Ashford avait entendu des milliers de menaces, des centaines de supplications, des dizaines de prières désespérées. Mais personne ne lui avait jamais dit ces 4 mots. On n'a personne. Cette nuit-là, l'homme le plus puissant de Chicago a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il a posé son verre, a quitté son penthouse glacial et a traversé les rues enneigées. Il s'est rendu dans une petite sandwicherie du South Side, un endroit où les hommes comme lui ne mettaient jamais les pieds, pour lire des contes de fées à 2 enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Il ne savait pas que c'était la décision qui allait changer sa vie pour toujours, et aussi la décision qui pourrait tout lui coûter. Si vous voulez savoir comment le fantôme protégera cette petite famille, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Une voiture noire s'est arrêtée devant l'épicerie du coin de Rosie à 10 heures ce soir-là. La neige tombait encore, déposant un fin voile blanc sur le trottoir et les voitures garées le long de la rue. Le South Side, la nuit, était étrangement calme, comme si le monde entier s'était endormi, laissant derrière lui seulement la petite sandwicherie avec sa chaude lumière jaune brillant à travers la vitre embuée. C'était le seul point lumineux dans la rue sombre, comme un phare au milieu d'une nuit d'hiver. Reed était assis dans la voiture, les 2 mains toujours posées sur le volant, fixant la petite boutique devant lui. Il se demandait ce qu'il faisait là. Ce n'était pas son monde. Son monde était fait de gratte-ciel, de réunions à huis clos, de contrats de plusieurs millions de dollars, et d'ennemis qui attendaient toujours dans l'ombre. Son monde n'avait pas de vieille sandwicherie dans un quartier pauvre, n'avait pas la voix tremblante d'un enfant au téléphone, n'avait pas les mots « on n'a personne » qui résonnaient encore et encore dans son esprit. Mais il était toujours là et il ne savait pas pourquoi. Reed prit une longue inspiration, coupa le moteur et sortit. Le vent froid lui cingla le visage aussitôt, mais il n'y prêta aucune attention. Il se dirigea vers la porte de la boutique, ses chaussures en cuir coûteuses s'enfonçant dans la fine couche de neige et laissant des empreintes claires derrière lui. Il frappa. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. La personne qui se tenait là était une femme âgée d'environ 70 ans. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en chignon à l'arrière de son cou. Un tablier blanc, saupoudré de quelques traces de farine, était noué autour de sa taille. Ses yeux vifs parcoururent Reed de la tête aux pieds. S'arrêtant sur le coûteux manteau en cachemire, les chaussures en cuir poli, puis revenant pour croiser son regard. Il n'y avait aucune peur dans ce regard, seulement de l'examen. Elle n'eut même pas le temps de lui demander qui il était qu'un petit garçon apparut derrière elle. L'enfant avait l'air d'avoir environ 5 ans, avec des cheveux bruns légèrement bouclés et des yeux ambrés qui s'illuminèrent dès qu'il vit Reed. Mais ce qui attira l'attention de Reed, ce n'était pas la couleur des yeux du garçon ou la texture de ses cheveux. C'était ce regard en eux, plus vieux que son âge, comme si l'enfant avait vu bien trop de choses pour un garçon de 5 ans. Le garçon s'avança, se tint à côté de la vieille femme et regarda Reed droit dans les yeux sans la moindre trace de peur. « C'est vous que j'ai appelé, dit-il, sa voix étrangement calme. Merci d'être venu. » Avant que Reed ne puisse réagir, une autre petite fille arriva en courant de l'arrière, ses 2 tresses brunes rebondissant à chaque pas. Elle attrapa la main de son frère, ses grands yeux fixés sur Reed. « Qui est-ce? » demanda-t-elle. « Pourquoi est-il si grand? » Elle pencha la tête complètement en arrière juste pour voir son visage. Il est aussi grand qu'un arbre. Madame Bellini observait la scène devant elle, et ses yeux s'adoucirent un peu quand elle vit qu'aucun des enfants n'avait peur de cet étranger. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les enfants possédaient un instinct pour reconnaître qui était bon et qui était dangereux. Et ces 2 petits, après tout ce qu'ils avaient traversé, avaient toujours conservé cet instinct.
Elle ouvrit plus grande la porte et s'écarta. Entrez, il gèle dehors. Reed franchit le seuil et sentit immédiatement la différence. La riche odeur de pain grillé, le parfum de fromage fondu, la chaleur du café frais. Une douce lumière jaune tombait sur de vieilles tables et chaises en bois, marquées par les rayures du temps. Sur les murs étaient accrochées des photographies de familles délavées, des cadres usés, des souvenirs d'une vie déjà glissée dans le passé. Cet endroit était petit, usé, totalement différent du luxueux penthouse où il vivait. Mais il était chaleureux. Chaleureux d'une manière que son appartement à 1 million de dollars n'avait jamais été. Miles prit la main de Reed aussi naturellement que s'ils se connaissaient depuis toujours. La petite main était chaude dans la paume beaucoup plus grande de Reed. « Je vais vous montrer où vous asseoir », dit le garçon en le tirant vers le vieux canapé dans le coin de la boutique. Reed baissa les yeux sur la main qui tenait la sienne. Si petite, si douce, si confiante. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait touchée comme ça? Pas une poignée de main formelle, pas l'impact d'un contact au milieu d'un conflit, mais une simple main tenue, honnête et sans défense, ne demandant rien du tout. Il ne s'en souvenait pas. Madame Bellini se tenait derrière le comptoir, observant les 3 silhouettes se diriger vers le coin de la boutique. Un puissant chef de la pègre en costume cher, avec 2 tout petits enfants à ses côtés, murmura-t-elle pour elle-même. Eh bien, c'est intéressant. Puis elle entra dans la cuisine, bien que ses yeux regardassent toujours à travers la petite fenêtre de service, observant la pièce au-delà. Là où un puissant caïd était emmené par 2 enfants de 5 ans, comme s'il n'était rien de plus qu'un invité ordinaire de passage le soir de Noël. Le petit coin de la boutique était plus chaud que Reed ne l'avait imaginé. Il y avait un vieux canapé recouvert d'un tissu floral délavé. Quelques chaises en bois disposées autour d'une table basse et une lampe de table, projetant une douce lueur jaune depuis le comptoir au loin. Madame Bellini était toujours assise là, séchant des verres avec ses mains, mais ses yeux ne quittaient jamais les 3 silhouettes dans le coin de la boutique. Miles s'arrêta devant le canapé, lâcha la main de Reed, puis attrapa un livre sur la petite étagère en bois à proximité. C'était un vieux livre, sa couverture usée au coin, ses pages jaunies par le temps. Le garçon le tendit à Reed avec ses 2 mains, solennellement, comme s'il lui offrait quelque chose de précieux. « Maman lit ça d'habitude avant de dormir », dit Miles, sa voix basse mais claire. « Mais ce soir, elle doit se travailler. Elle fait le service de nuit dans un restaurant. » Reed baissa les yeux sur le livre dans ses mains. Sur la couverture, il y avait l'image d'une petite fille en cape rouge marchant dans les bois. Un conte de fées. Il n'avait pas lu de conte de fées depuis qu'il était enfant. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un lui en avait déjà lu un? Il ne s'en souvenait pas. Ses mains, les mêmes mains qui avaient signé des centaines de contrats de plusieurs millions de dollars, qui avaient détenu le pouvoir de vie et de mort sur tant de gens, tenaient maintenant un livre d'histoire pour enfants. C'était étrange. Je n'ai jamais lu d'histoire à personne avant, dit Reed, et il y avait une maladresse dans sa voix qui le surprit même lui. Rosie avait grimpé sur la chaise à côté de Reed à un moment donné, se blottissant contre son bras aussi naturellement que s'ils se connaissaient depuis toujours. Elle leva le visage vers lui et lui fit un sourire radieux. « Ce n'est pas grave, je vais t'apprendre. » Reed ne sut pas quoi répondre. Il hocha seulement la tête, ouvrit le livre et commença à lire. Il était une fois une petite fille vêtue d'une cape rouge. Sa voix était plate, sans émotion, comme s'il lisait un rapport financier du 3e trimestre ou un contrat d'achat d'actions d'entreprise. Les mots sortaient de sa bouche, mais ils étaient secs et froids. Rosie éclata de rire, le son clair de son rire remplissant la petite boutique. « C'est faux. Le loup doit grogner comme ça. » La petite fille prit une profonde inspiration, puis fit le son de grognement le plus adorable que Reed ait jamais entendu. « Grrr. Je vais te manger. » Reed la regarda, puis se tourna vers Miles. Le garçon était assis dans le coin du canapé avec un oreiller dans les bras, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. Il fit un petit signe de tête, comme pour encourager Reed à réessayer. Reed prit une inspiration. Lui, l'homme craint par tout Chicago, l'homme dont le simple regard pouvait faire trembler un adversaire, essayait maintenant de grogner comme un loup dans un conte de fées. Sa voix était maladroite, gauche, rien à voir avec un loup. Ça ressemblait plus à un homme adulte essayant de jouer un rôle dont il n'avait absolument aucune expérience.
Mais les deux enfants éclatèrent de rire, impuissants. Leur rire était vif et innocent, résonnant dans le petit espace. Rosie riait si fort qu'elle bascula contre le bras de Reed, tandis que Miles se couvrait la bouche en riant, ses yeux s'illuminant d'une manière que Reed n'avait jamais vue auparavant. Et Reed réalisa quelque chose. Pour la première fois en 20 ans, il entendait des rires d'enfants dans son propre espace. Pas des rires lointains, passant quelque part dans la rue, mais des rires juste à côté de lui, dirigés vers lui, à cause de lui. Et pour la première fois, il découvrit qu'il voulait en entendre plus. Il continua à lire, cette fois plus lentement, plus doucement. Il essaya de changer sa voix pour chaque personnage, même s'il était encore maladroit. Mais les enfants ne se souciaient pas de la maladresse. Ils se soucièrent seulement que quelqu'un soit là, leur lisant une histoire, leur donnant quelque chose que leur mère ne pouvait pas leur donner ce soir-là. Depuis le comptoir, Madame Bellini observait en silence. Elle vit les épaules de l'homme puissant se détendre lentement, n'étant plus aussi rigide qu'à son arrivée. Sa voix de lecture s'adoucit peu à peu, comme si la carapace dure qui l'entourait commençait progressivement à fondre. Rosie s'appuya contre le bras de Reed, ses yeux commençant à devenir lourds. Miles était toujours blotti dans le coin du canapé, mais la lassitude dans ses yeux s'était atténuée. Il regardait toujours Reed, mais ce n'était plus le regard d'un enfant qui teste quelqu'un. C'était le regard d'un enfant qui commence à faire confiance. Au moment où Reed atteignit la dernière page, de Sanao, les deux enfants se s'étaient endormis. Rosie avait laissé sa tête reposer contre son bras, sa respiration douce et régulière. Tandis que Miles était recroquevillé comme un chaton, son visage paisible dans le sommeil. Reed posa doucement le livre, n'osant pas bouger de peur de les réveiller. Il resta assis là, regardant les deux visages innocents endormis à côté de lui, et un sentiment étrange monta dans sa poitrine. Madame Bellini s'approcha, portant deux fines couvertures dans ses mains. Elle couvrit chaque enfant avec soin, avec les gestes experts de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Puis elle s'assit sur la chaise en face de Reed et le regarda avec des yeux qui avaient une vue 70 ans de vie. Elle ne dit rien. Elle ne demanda pas qui il était, ne demanda pas d'où il venait, ne demanda pas pourquoi un homme comme lui était apparu dans sa petite sandwicherie le soir de Noël. Elle fit seulement un petit signe de tête, bref et simple, mais rempli d'une approbation silencieuse. Reed resta assis dans la vieille sandwicherie, entre deux enfants endormis et une femme italienne âgée qu'il ne connaissait pas. Dehors, la neige continuait de tomber, blanchissant la rue du Southside. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait pas envie de partir. À 11 heures ce soir-là, la neige tombait toujours régulièrement derrière la porte vitrée. La porte de la boutique s'ouvrit et un courant d'air froid balaya l'intérieur. Maeve franchit le seuil, ses cheveux châtains cuivrés attachés haut, mais avec quelques mèches lâches tombant autour de son visage fatigué. Ses yeux ambrés étaient profondément cernés par l'épuisement. Son vieux manteau portait encore l'odeur de graisse de la cuisine, et ses baskets étaient usées depuis longtemps au talon. Elle venait de terminer un service de 12 heures, les pieds endoloris, le dos lourd de douleur. Et tout ce qu'elle voulait, c'était serrer ses deux enfants dans ses bras et dormir d'un long sommeil ininterrompu. Mais elle se figea dès qu'elle entra. Ses enfants dormaient soigneusement couverts de couvertures sur le vieux canapé. Madame Bellini était assise au comptoir, aiguille à tricoter en main, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le coin de la boutique. Et il y avait un homme étrange assis sur la chaise en bois à côté du canapé. Son dos était légèrement courbé vers l'avant, ses yeux posés sur les enfants, endormis, avec une expression que Maeve ne pouvait nommer. L'instinct d'une mère se réveilla en elle aussitôt. Elle se déplaça rapidement vers ses enfants, son cœur battant fort dans sa poitrine. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Pourquoi était-il assis à côté de ses enfants? Madame Bellini se leva et se précipita pour arrêter Maeve, lui faisant signe de rester calme. Elle attira Maeve dans le coin de la cuisine où il pouvait parler sans réveiller les enfants. « Vous avez laissé un étranger entrer avec mes enfants » murmura Maeve, la voix tendue, luttant pour ne pas crier. « Miles l'a appelé » répondit calmement Madame Bellini. « Le garçon l'a appelé lui-même. Je ne sais même pas comment il a fait. Il est venu et il a lu des histoires aux enfants pendant 3 heures. Je suis restée assise à surveiller toute la nuit. Je ne les ai pas quittés des yeux une seule seconde. »
Mais qui est-il? Demanda Maeve, la voix toujours tremblante. Je ne sais pas, admit la vieille homme. Mais j'ai vécu 70 ans, ma chérie. Je sais lire les gens, et la façon dont il a lu aux enfants, la façon dont il est resté parfaitement immobile, de peur de bouger une fois qu'ils se sont endormis, ce n'est pas comme ça qu'un homme méchant se comporte. Maeve regarda de nouveau l'homme à travers la petite fenêtre de la cuisine. Son visage était nettement dessiné, ses traits précis, et le coûteux manteau en cachemire sur ses épaules semblait complètement déplacé dans cette petite sandwicherie. Mais il était assis là, plié dans cette vieille chaise en bois, les épaules légèrement voûtées, les yeux toujours fixés sur les deux enfants endormis. Un sentiment étrange l'envahit, comme si elle avait déjà vu cet homme quelque part. Ce visage lui semblait vaguement familier, mais elle ne pouvait pas le situer. Peut-être dans le journal, peut-être à la télévision, elle n'était pas sûre. Maeve sortit de la cuisine et se dirigea vers le coin près du canapé. Ses pas étaient assez lourds pour que l'homme remarque que quelqu'un approchait. Il leva la tête puis se leva lentement pour ne pas faire de bruit. Leurs regards se croisèrent. Prudence dans celui de Maeve, calme dans celui de Reed. Elle vit alors que ses yeux étaient gris, froids comme l'acier. Mais dans ce bref instant d'avant, quand il regardait les enfants, ils avaient semblé plus doux. Maintenant, face à elle, il redevenait illisible. Reed n'attendit pas qu'elle demande. Il parla le premier, sa voix basse et claire. « Je suis celui qui a reçu l'appel de votre fils, dit-il. On n'a personne, alors je suis venu. Maeve ne sut quoi dire. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. On n'a personne. Les mots la transpercèrent comme une lame. Son fils, âgé de seulement 5 ans, avait appelé un étranger parce qu'il n'avait personne. Elle s'était tuée au travail pour les nourrir. Pourtant, ce n'était toujours pas assez. Elle ne pouvait toujours pas être là quand ils avaient le plus besoin d'elle. Reed plongea la main dans la poche de son manteau, en sortit une carte et la posa doucement sur la table en bois. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est tout. » Puis il fit un petit signe de tête à Madame Bellini, se tourna et se dirigea vers la porte. Il ne regarda pas en arrière, n'attendit pas de réponse, ne demanda pas de remerciement. La porte s'ouvrit. Un souffle d'air froid se précipita à l'intérieur un instant. Puis elle se referma. La silhouette du grand homme disparut dans le rideau blanc de la neige qui tombait dehors. Maeve resta là un long moment, puis se pencha et ramassa la carte sur la table. Elle était simple, noire, avec des lettres argentées. Il n'y avait qu'un nom, Reed Ashford, et en dessous, une série de numéros de téléphone. Pas de titre, pas de société, pas d'adresse. Juste un nom et un numéro de téléphone. Maeve regarda la carte, puis vers la porte vitrée où l'ombre de l'homme avait déjà disparu. Elle ne savait pas quel poids portait le nom sur cette petite carte. Elle ne savait pas que l'homme qui venait de lire des contes de fées à ses enfants était l'homme qui faisait vivre la moitié de Chicago dans la peur. Elle savait seulement que ce soir, quand elle ne pouvait pas être là pour ses enfants, quelqu'un d'autre avait été là à sa place. Et elle ne savait pas comment elle était censée se sentir à ce sujet. 3 jours après Noël, Reed Ashford retourna à sa vie habituelle, comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Il s'assit dans la salle de conférence au 45e étage, écoutant les avocats présenter un nouveau contrat. Hochant la tête au bon moment, posant les bonnes questions, prenant des décisions exactement au bon moment. Il rencontra des partenaires, serra des mains, offrit son sourire froid et retenu, négocia chaque clause avec la précision tranchante que les gens attendaient de lui. Il retourna à son penthouse au 50e étage après que les lumières de la ville se furent allumées. Il se tint près de l'immense mur de verre, regardant Chicago s'étendre en contrebas dans une étendue de neige blanche. Tout était pareil, mais quelque chose était différent. Le premier soir, il but du whisky seul comme il le faisait toujours, mais le verre semblait plus amer que d'habitude. Le deuxième soir, il lut un rapport financier et ne put se souvenir d'un seul chiffre. Le troisième soir, il s'allongea dans son lit, fixant le plafond, et réalisa qu'il pensait à la petite sandwicherie du Southside. Pas à Maeve. Il se souvenait à peine du visage de la femme, seulement de la brève impression qu'elle lui avait laissée pendant ces quelques courtes minutes. Ce à quoi il pensait, c'était le rire de Rosie quand il avait essayé de grogner comme le loup. C'était le regard plus vieux que son âge dans les yeux de Miles, quand le garçon avait hoché la tête pour l'encourager. C'était l'odeur de pain grillé dans ce petit endroit chaleureux.
C'était la sensation d'une petite main prenant la sienne, le guidant comme s'il était un invité bienvenu. Pour la première fois en 20 ans, Reed se réveilla en pensant à quelqu'un qui n'était ni un ennemi ni un partenaire d'affaires. Pas à des chiffres à calculer, pas à des coûts à planifier, mais à deux enfants de 5 ans qu'il n'avait rencontrés qu'une seule fois. Shaw, le garde du corps qui était avec lui depuis 10 ans, remarqua le changement. Un matin, alors que Reed se tenait près de la fenêtre du penthouse plus longtemps que d'habitude, Shaw parla enfin. « Avez-vous besoin que je fasse quelque chose? » Reed se tourna et regarda l'homme le plus loyal qu'il avait. Non, juste non. Il se surprit à se demander ce qu'il faisait exactement. Pourquoi pensait-il à ses enfants? Il n'avait rien à voir avec lui. Ce n'était pas son monde. Son monde était l'obscurité, le pouvoir, les accords secrets et les ennemis qui attendaient dans l'ombre. Pas une vieille sandwicherie, pas des contes de fées, pas le rire vif et innocent des enfants. Mais les mots de Miles continuaient de résonner dans son esprit, encore et encore, comme une mélodie qu'il ne pouvait chasser. On n'a personne. Reed, lui aussi, n'avait eu personne, à 7 ans, quand ses parents étaient tombés devant lui dans une rue sombre de Chicago. Dans les années qui suivirent, quand il vécut dans la rue, apprenant à survivre par instinct et par ses poings. Pendant 26 ans, il n'avait eu personne et il s'y était habitué. Il pensait s'y être habitué. Le dimanche, Reed quitta le penthouse en voiture sans destination précise. Il conduisit simplement, passant par des rues familières, devant les hauts immeubles, les quartiers riches. Mais d'une manière ou d'une autre, sa voiture s'arrêta devant l'épicerie du coin de Rosie, dans le South Side. Il resta assis dans la voiture, regardant dans la boutique à travers la vitre embuée, et il vit Miles. Le garçon se tenait devant la boutique, un livre à la main, les yeux fixés sur la rue vide. Il ne jouait pas. Il ne courait pas partout comme les autres enfants. Il se tenait juste là, regardant, comme s'il attendait quelqu'un. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre de la voiture. Miles ne fit pas de signe de la main. Il n'appela pas. Il n'eut pas l'air surpris. Il resta juste là, regardant Reed avec ses yeux bien trop vieux pour son âge, comme s'il avait su que Reed viendrait, comme s'il avait attendu. Reed coupa le moteur, ouvrit la portière et sortit. Le vent froid de décembre lui frappa le visage, mais il n'y prêta aucune attention. Il se dirigea vers le garçon et s'arrêta à quelques pas. « Qui attends-tu? » demanda-t-il. Miles leva les yeux, son petit visage ne trahissant rien. « Je ne sais pas. Je voulais juste venir m'asseoir ici tout seul. Maman travaille dans la cuisine. Madame Bellini est à l'intérieur de la boutique. J'aime m'asseoir ici et regarder les voitures passer. » Reed ne sut quoi dire. Il resta là un moment, puis s'assit lentement sur la marche à côté du garçon. La marche était froide, le ciment vieux et usé, complètement déplacé avec son costume cher. Mais il s'assit, et tous les deux, un homme de 33 ans et un garçon de 5 ans, s'assirent côte à côte en silence. Ils ne dirent rien. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils restèrent juste là et regardèrent la neige tomber doucement sur la rue calme, et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. La porte de la boutique s'ouvrit brusquement. Rosie sortit en courant, ses tresses volant au vent, ses yeux s'illuminant dès qu'elle vit Reed. « Oncle Reed, tu es revenu! » Elle courut vers lui et s'arrêta devant lui, souriant de toutes ses dents. Miles leva les yeux, et pour la première fois depuis que Reed l'avait rencontré, un petit sourire apparut sur ce petit visage sérieux. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il doucement. Reed ne demanda pas comment le garçon avait su. Il ne savait pas lui-même pourquoi il était revenu. Il savait seulement qu'il était là, assis sur la marche glacée d'une petite sandwicherie, avec deux enfants qui n'étaient pas les siens. Et d'une manière ou d'une autre, c'était là qu'il voulait être. À partir de ce dimanche, Reed commença à se présenter à l'épicerie du coin de Rosie chaque semaine. Il venait toujours à l'heure du déjeuner, commandait un sandwich à emporter pour le bureau, puis restait tout l'après-midi de toute façon. Madame Bellini ne posait jamais de questions. Elle dégageait simplement la table du coin près de la fenêtre et la réservait tranquillement pour le gentleman du dimanche. Maeve gardait toujours ses distances, ses yeux méfiants chaque fois que Reed apparaissait. Mais elle ne l'interdisait pas et elle ne lui demandait pas de partir. Parce qu'elle voyait quelque chose dans les yeux de ses enfants, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. La joie.
Le deuxième dimanche, Rosie décida d'apprendre à Reed comment manger un sandwich de la bonne manière. Il était assis là, tenant un Philly cheesesteak comme s'il s'agissait d'un contrat important, raide et maladroit. Il n'avait jamais mangé avec ses mains devant d'autres personnes auparavant. Dans son monde, chaque repas était accompagné de couteaux et de fourchettes en argent, de nappes blanches impeccables et de rituels sociaux parfaits. Rosie le regarda, puis éclata de rire si fort qu'elle faillit glisser de sa chaise. C'est faux! Tu dois pencher la tête comme ça, sinon tout le fromage coule. Elle leva son propre sandwich, pencha la tête à un angle de 45 degrés et prit une énorme bouchée. Du fromage s'étala sur son nez et son menton, mais elle s'en fichait. Elle continuait juste à mâcher et à rire. Reed la regarda, puis essaya de l'imiter. Il pencha la tête, prit une bouchée, et immédiatement le fromage se renversa, recouvrant son menton, tandis que la sauce éclaboussait une chemise qui coûtait plus cher que le loyer de Maeve pour un mois. Miles lui tendit tranquillement une pile de serviettes. Il ne dit pas un mot, se contentant de faire un petit signe de tête, comme pour dire « Continue d'essayer ». Reed regarda les enfants, puis ses vêtements tachés, et pour la première fois de sa vie, il s'en moqua. Il ne se souciait pas de la chemise ruinée. Il ne se souciait pas de l'image parfaite qu'il avait toujours travaillé à maintenir. Il ne se souciait que du rire de Rosie qui résonnait dans la petite boutique. Le quatrième dimanche, Miles tendit à Reed une feuille de papier vierge et une boîte de crayons de couleur. « Dessine ». Reed regarda le papier comme un homme regarderait un problème sans solution. « Je ne sais pas dessiner. » Miles pencha la tête, ses deux yeux vieillis l'étudiant. « Ce n'est pas grave. Je ne sais pas bien dessiner non plus, mais je dessine quand même. » Reed prit le crayon et pour la première fois depuis des décennies, il dessina une maison tordue avec un toit penché sur le côté. Une voiture qui ressemblait à une boîte d'allumettes avec des roues. Si mauvais que cela le gênait même lui. Miles étudia le dessin, penchant la tête à droite puis à gauche. « Ta maison est vraiment moche, » observa le garçon avec une honnêteté totale. « Mais ce n'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. » Puis il prit le crayon et corrigea patiemment chaque ligne pour Reed. « Ajoute une fenêtre ici, rends la rousse plus ronde là. » Reed regarda le garçon de 5 ans se concentrer si sérieusement sur la correction de son dessin maladroit, et une question lui traversa l'esprit. Depuis combien de temps quelqu'un avait-il été aussi patient avec lui? Derrière la caisse, Maeve observait tout. Elle voyait Reed assis avec ses enfants, du fromage sur le menton, des crayons à la main, ne ressemblant en rien à un homme puissant qu'elle avait pu voir dans les journaux ou à la télévision. Elle voyait Miles devenir moins lard à chaque semaine qui passait. Les épaules du garçon ne se contractaient plus chaque fois qu'un étranger s'approchait. Elle voyait Rosie rire davantage, son rire clair et vif remplissant la boutique chaque dimanche. Madame Bellini se tenait à côté d'elle, séchant un verre, et dit doucement « On juge un homme à la façon dont il traite les enfants et les personnes âgées. Il réussit les deux tests. » Maeve ne répondit pas. Elle ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Il y avait encore trop de questions dans son esprit à propos de cet homme mystérieux, mais elle ne demandait plus à Reed de partir. Ce mercredi-là, alors que Maeve préparait les ingrédients dans la cuisine, la cloche au-dessus de la porte de la boutique sonna. Elle entendit Madame Bellini saluer le client. Puis la voix d'un homme étrange traversa l'air, basse et froide. Elle ne ressemblait à aucune de celles des clients habituels. Maeve s'avança vers la petite fenêtre de service entre la cuisine et le comptoir et regarda. L'homme semblait avoir environ 40 ans, vêtu d'un manteau noir, les cheveux soigneusement plaqués en arrière. Il ne commanda pas de nourriture. Il ne regarda pas le menu. Il resta juste là, ses yeux glacials balayant chaque coin de la boutique. « Reed Ashford vient ici, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, son ton presque désinvolte, comme s'il s'agissait d'une question ordinaire, mais ses yeux disaient le contraire. « À quelle heure vient-il d'habitude? » Madame Bellini s'essuya les mains sur son tablier, son visage ne changeant jamais. 70 ans de vie lui avaient appris à faire face à toutes sortes de gens. « Je ne connais personne du nom de Reed Ashford, » répondit-elle calmement. « Voulez-vous commander quelque chose? » L'homme esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Non, merci. » Puis il se tourna et sortit, la porte se refermant derrière lui. Dans la cuisine, Maeve était figée. L'instinct d'une mère qui avait trop vécu lui disait que quelque chose n'allait pas. Cet homme n'était pas un client.
Il cherchait quelqu'un et le nom qu'il avait mentionné était Reed Ashford. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Maeve s'assit dans son petit appartement, son téléphone à la main. Elle hésita un moment, puis composa le numéro de Jenny, une vieille amie du lycée qui travaillait maintenant comme journaliste pour un journal local. Maeve, ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? Que sais-tu sur Reed Ashford? Un silence s'installa à l'autre bout du fil, plus long que la normale. Pourquoi tu demandes ça? La voix de Jenny était devenue plus prudente. Maeve prit une inspiration. Il vient à la boutique de Madame Bellini. Il joue avec mes enfants. Oh mon Dieu, laissa échapper Jenny. Dans quoi t'es-tu fourré? Dis-moi juste qui il est, demanda Maeve, sa voix plus dure maintenant. Sur le papier, il est le président d'Ashford Holdings, un milliardaire, un philanthrope. Il est partout dans Forbes, les galas de la haute société, tout ça. L'homme d'affaires le plus prospère de Chicago de moins de 40 ans. Et officieusement, Jenny baissa la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure. Il y a des rumeurs. Les gens l'appellent le fantôme de Chicago. Personne ne peut rien prouver. Il n'y a aucune preuve, aucune accusation officielle. Mais Maeve, personne n'ose le toucher non plus. Tu vois ce que je veux dire? Maeve voyait. Elle comprenait très clairement. Le fantôme, un empire souterrain, le genre de choses qu'elle n'avait entendues que dans les films ou aux informations. Et cet homme s'était assis dans la sandwicherie de Madame Bellini, lisant des contes de fées à ses enfants, leur apprenant à dessiner, mangeant un Philly cheesesteak avec du fromage partout sur le menton. Le dimanche suivant, Maeve attendit que Reed vienne. Elle le regarda jouer avec les enfants, regarda Miles montrer un nouveau dessin, regarda Rosie lui faire lire une histoire. Elle attendit que les enfants se fatiguent et que Madame Bellini les emmène dans l'arrière-salle pour se reposer. Puis elle s'assit sur la chaise en face de Reed et le regarda droit dans les yeux. « Quelqu'un est venu poser des questions sur vous la semaine dernière. » Reed n'eut pas l'air surpris. Son visage resta calme, ses yeux gris inchangés. À quoi ressemblait-il? Des yeux froids. Il posait trop de questions. Il n'a pas commandé de nourriture. Il a juste posé des questions sur vous. Le connaissez-vous? Reed resta silencieux un moment, ses doigts tapotant légèrement contre la table. Possiblement. Qui? Un de mes rivaux. Maeve se pencha en avant, sa voix baissant mais devenant plus vive. Un rival en affaires, ou le genre de rival en affaires que je ne devrais pas connaître. Reed ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. Maeve hocha lentement la tête, comme si elle venait de confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. J'ai 2 enfants, ils sont toutes pour moi. Ils sont la raison pour laquelle je me lève chaque matin. La raison pour laquelle je travaille 12 heures par jour, la raison pour laquelle je suis encore debout. Si vous leur apportez le danger, je ne laisserai jamais personne toucher à cette boutique, l'interrompit Reed, sa voix basse mais ferme. Ou aux enfants. Vous dites ça comme si vous pouviez tout contrôler. Dans mon monde, je le peux. Maeve le regarda, ses yeux ambrés brillant dans la chaude lumière jaune de la boutique. C'est exactement le problème, Monsieur Ashford. Votre monde ne devrait pas toucher le mien. Mais enfin, ne devrait pas connaître des hommes qui ont le genre de rivaux que vous venez de décrire. Ils ont déjà assez perdu. Reed se leva sans dire un autre mot. Il prit son manteau du dossier de la chaise et le passa sur ses épaules. Avant de sortir, il s'arrêta sans se retourner. Vous avez tout à fait le droit de protéger vos enfants, mais je les protégerai aussi, que vous le vouliez ou non. La porte s'ouvrit. Un vent froid se précipita à l'intérieur, puis se referma. La silhouette du grand homme disparut dans l'après-midi d'hiver. Maeve resta seule dans la boutique silencieuse, sa main serrée fermement sur le bord de son manteau. Elle se demanda si elle venait de faire la bonne ou la mauvaise chose. Si elle avait repoussé la seule personne qui avait fait rire ses enfants depuis des mois, ou si elle les avait protégés d'un monde qu'elle ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre. Elle ne savait pas. Elle savait seulement que cette nuit, elle ne dormirait pas. Une semaine passa après cette confrontation. Reed ne vint pas à la boutique. Il n'y avait pas de voiture noire garée dehors le dimanche, pas de coup familier à la porte. La table du coin près de la fenêtre resta vide. Madame Bellini la dégageait toujours chaque dimanche matin par habitude. Mais personne ne s'y asseyait. Chaque jour, les enfants posaient à leur mère la même question. « Où est Oncle Reed? » Et chaque jour, Maeve ne savait pas comment répondre. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'était
Il est occupé. Ou il a des choses à faire. Mais le regard plus vieux que son âge dans les yeux de Miles se posait sur elle, comme s'il savait qu'elle mentait. Rosie cessa de demander après le 4e jour. Elle s'asseyait simplement en silence dans le coin du canapé, tenant le livre de contes de fées usé que Reed leur avait lu autrefois. Dans le penthouse au 50e étage, Reed était assis près de l'immense mur de verre, un verre de whisky à la main. La ville de Chicago s'étendait en contrebas, des millions de lumières scintillant comme des étoiles déversées sur la terre, magnifique, éblouissante, et si vide qu'il était difficile de respirer. Shaw entra, portant une pile de documents. Le rapport de cette semaine, monsieur. L'accord de l'East Side est terminé. Mercer a fait des mouvements dans le sud, mais rien de spécifique pour l'instant. Reed ne se retourna pas, ses yeux restèrent fixés sur la vitre. Shaw resta là un moment et réalisa que son patron n'avait pas entendu un seul mot. En 10 ans de travail pour Reed Ashford, il s'était habitué à la froideur, à la concentration absolue, au contrôle parfait de cet homme. Mais ce soir, quelque chose était différent. « Vous pensez à cette sandwicherie, n'est-ce pas ?» demanda Shaw, sa voix plus douce que d'habitude. Reed ne répondit pas. « Je travaille pour vous depuis des ans, » continua Shaw. « Je ne vous ai jamais vu comme ça. »« Comme quoi ?» demanda Reed, la voix basse. « Comme si un endroit vous manquait, comme si quelqu'un vous manquait. » Le silence s'étira entre eux. Reed porta le verre à ses lèvres et but une gorgée, le whisky amer sur sa langue. « Ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme moi dans leur vie, Shaw. Tout ce que j'apporte, ce sont des ennuis. »« Peut-être, » dit Shaw avec un hochement de tête, « mais peut-être que vous avez besoin d'eux. » Reed ne répondit pas. Il regarda seulement par la vitre et le souvenir le submergea comme une vague sans avertissement. Un coin de rue à Chicago, 26 ans plus tôt. La neige d'hiver tombant. Un garçon de 7 ans debout dans la rue, sa main serrée fermement autour de celle de sa mère. Puis des coupes de feu, des cris, ses parents tombant au sol, le sang s'étalant sur la neige blanche. Le garçon courut, 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 trop terrifié pour regarder en arrière. Les années qui suivirent furent la rue. La faim, le froid, apprendre à survivre par instinct et par ses poings. Jusqu'à ce que Pierce Ashford le trouve, le recueille, l'élève et fasse de lui l'héritier d'un empire souterrain. « Tu auras tout, » lui avait dit Pierce un jour. « Mais tu n'auras personne, et il avait eu raison. » Reed avait 33 ans et avait tout. L'argent, le pouvoir, la peur de ses ennemis. Mais personne. Le téléphone vibra, sortant Reed du flot de ses souvenirs. Il regarda l'écran, le numéro de l'épicerie du coin de Rosie. Son cœur battit plus vite au moment où il répondit. Oncle Reed, la voix d'un enfant parvint à l'autre bout du fil, petite, tremblante mais essayant de paraître calme. « C'est Miles. » Reed se redressa, posant son whisky sur la table. « Miles, comment as-tu ce numéro? »« Je me suis souvenu du numéro sur ta carte. Je l'ai mémorisé. » Il y eut une pause, puis le garçon continua, sa voix plus douce. « Je voulais juste te demander si tu vas bien. » Reed sentit sa gorge se serrer. « Je vais bien. »« Alors pourquoi tu ne viens pas? » demanda Miles. « Rosie te manque beaucoup. Elle ne le dit pas. Mais je le sais. Elle n'arrête pas de tenir le livre d'histoire que tu as lu. Et moi, » le garçon s'arrêta. « Et toi quoi? » demanda Reed, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. « Tu me manques aussi, » dit Miles si bas que Reed dut presser le téléphone contre son oreille. « Je sais ce que maman t'a dit. J'ai tout entendu. Maman a dit que tu es dangereux, mais tu ne nous as rien fait de mal. Tu nous as lu des histoires. Tu m'as appris à dessiner. Tu as mangé des sandwichs avec nous. Peux-tu revenir? Je promets que je ne te dérangerai pas. Je serai sage. » Reed sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quelque chose d'assez douloureux pour qu'il ne puisse lui donner un nom. « Tu ne me déranges jamais, Miles, jamais. Alors, tu reviendras? » Il regarda par la vitre la ville de Chicago qui s'étendait en contrebas. Des millions de lumières, des millions de gens, et il avait tout mais rien du tout. Puis il pensa à la petite sandwicherie du South Side, pensa au rire de Rosie, pensa aux 2 yeux vieillis de Miles. Tout ce qu'il avait ne signifiait rien à côté de la voix d'un enfant de 5 ans disant « Tu me manques. Je reviendrai. » « Tu le promets? » « Je le promets. Maman dit que les adultes font des promesses et ne les tiennent pas, » dit Miles, sa voix prudente. « Mon père a promis aussi, puis il est parti. »
Reed ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas ce genre d'adulte, Miles. Quand je promets quelque chose, je le tiens. » Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix du garçon revint, calme mais sûr. « Je te crois. » Ces trois mots pesaient plus lourd que n'importe quel contrat d'1 million de dollars que Reed avait jamais signé. Plus lourd que l'empire qu'il tenait entre ses mains. Et pour la première fois en 26 ans, Reed Ashford sentit ce que c'était d'être cru par quelqu'un. Pas par peur, pas pour l'argent, mais simplement parce qu'il était lui-même. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Maeve était allongée sur le lit étroit de son appartement exigu, fixant le plafond. Elle ne pouvait pas dormir. Son esprit ne cessait de ressasser des pensées sur Reed Ashford, sur ce que Jenny avait dit, sur le regard de ses enfants quand ils demandaient « Où est Uncle Reed ?» Le fantôme de Chicago, l'homme que personne n'osait toucher, celui qui contrôlait la moitié de la ville depuis l'ombre. Et ce même homme s'était assis sur le sol de la sandwicherie de Madame Bellini, avec du fromage partout sur le menton, laissant un enfant de 5 ans lui apprendre à dessiner. Une partie de Maeve voulait protéger ses enfants à tout prix, les tenir loin de cet homme dangereux, loin d'un monde qu'elle ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre. C'était l'instinct d'une mère qui avait enduré trop de pertes, qui avait été abandonnée, qui avait été forcée de tout porter seule. Mais une autre partie d'elle ne pouvait oublier les images qui refusaient de s'effacer. La façon dont Reed avait lu aux enfants, maladroit mais essayant. La façon dont il était resté parfaitement immobile, de peur de bouger quand Rosie s'était endormie contre son épaule. La façon dont Miles, un enfant qui ne faisait confiance à personne depuis que son père était parti, l'avait regardé avec confiance. La façon dont il s'était agenouillé au niveau des yeux des enfants quand il leur parlait, au lieu de les regarder de haut comme le faisaient tant d'adultes. Maeve se surprit à se poser une question à laquelle elle ne pouvait échapper. Protégeait-elle ses enfants ou leur enlevait-elle quelque chose dont ils avaient besoin? Le lendemain matin, Maeve se réveilla et trouva Miles assis dans le coin de la pièce, un crayon à la main, dessinant quelque chose sur une feuille de papier. Il ne dit rien. Il ne demanda pas de petit déjeuner. Il ne posa aucune question. Il dessinait seulement en silence. Maeve s'approcha et regarda le dessin, et son cœur sembla s'arrêter un instant. Sur le papier, il y avait une simple maison avec des fenêtres et un toit. Devant la maison se tenaient 4 personnes côte à côte. Un grand homme, une femme et 2 petits-enfants. Tous les 4 se tenaient la main souriant. « Qui est-ce, mon chéri ?» demanda Maeve, la voix prise dans sa gorge. Miles ne leva pas les yeux. Il continua à colorier. « C'est nous et Uncle Reed. » Maeve ne sut quoi dire. Elle resta juste là, regardant le petit dessin brut de son fils, et sentit son cœur se briser en morceaux. Rosie entra en courant dans la pièce, les yeux rouges comme si elle venait de pleurer. Elle enroula ses bras autour de la jambe de sa mère et leva les yeux. « Maman, pourquoi Uncle Reed ne vient plus? J'ai fait quelque chose de mal. J'étais trop bruyante. Je promets que je serai sage. » Maeve tomba à genoux et prit sa fille dans ses bras. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Rien de tout ça n'est de ta faute. »« Alors pourquoi est-il parti? » demanda Rosie, la voix tremblante. « Comme papa. Papa est parti et n'est jamais revenu. Oncle Reed ne reviendra pas non plus, n'est-ce pas? » Cette question transperça Maeve comme une lame. Elle serra sa fille plus fort et ne put dire un mot, car elle avait peur que si elle ouvrait la bouche, elle se mettrait à pleurer. Cet après-midi-là, à l'épicerie du coin de Rossi, Maeve était assise seule au comptoir, tenant une tasse de café qui avait déjà refroidi. La boutique était vide, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Madame Bellini finit d'essuyer la dernière table, puis s'assit à côté d'elle. « Je sais à quoi tu penses, » dit-elle doucement. Maeve laissa échapper un long soupir. « Je ne sais plus quoi faire. Je veux protéger les enfants, mais je vois à quel point ils sont tristes. Tu as peur qu'ils leur fassent du mal, je comprends ça. J'aurais peur aussi si j'étais à ta place, » acquiesça Madame Bellini. « Mais tu ne le vois pas? Il souffre déjà parce qu'il n'est pas là. »« Mais il est dangereux, » dit Maeve, sa voix plus douce maintenant. « C'est le genre d'homme dont toute cette ville a peur. » Madame Bellini resta silencieuse un moment, puis parla lentement. « J'ai vécu 70 ans, ma chérie. J'ai vu toutes sortes de gens. Certains naissent dans l'obscurité. Ils grandissent avec la violence, la perte,
avec des choses que les gens ordinaires ne peuvent même pas imaginer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent retrouver leur chemin vers la lumière. Ce qui compte, c'est de savoir si quelqu'un est là pour leur montrer le chemin. Et peut-être que tes enfants sont cette lumière. Cette nuit-là, Maeve s'assit sur son lit, son téléphone à la main. Elle fixa l'écran pendant un long moment, puis trouva le numéro de Reed. Une sonnerie, deux sonneries, trois sonneries. Maeve! La voix de Reed parvint à l'autre bout du fil, teintée de surprise. Maeve prit une profonde inspiration. Ce dimanche midi, les enfants te manquent. Le silence s'étira entre eux. Elle pouvait presque entendre le son de son propre cœur battre dans ce silence. Je pensais que vous ne vouliez pas que je revienne, dit Reed, la voix basse. Je ne veux pas, amie Maeve, mais mes enfants, si. Et j'ai vu leur visage toute la semaine. J'ai entendu ma fille demander si elle avait fait quelque chose de mal, demander si vous étiez parti comme son père. Elle s'arrêta, déglutissant contre la boule dans sa gorge. Je suis prête à vous donner une chance. Une seule chance, Royce. Je ne vous décevrai pas. J'espère bien, parce que si vous faites du mal à mes enfants, je n'aurai pas besoin d'un fantôme. Je m'occuperai de vous moi-même. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Maeve entendit une trace de chaleur dans la voix de Reed. Je vous crois. Dimanche à midi, la familière voiture noire s'arrêta devant l'épicerie du coin de Rosie. Au moment où la portière de la voiture s'ouvrit, Rosie sortit en trombe de la boutique, ses deux tresses flottant au vent, son visage radieux. « Oncle Reed, tu es revenu! Tu es vraiment revenu! » Elle se jeta sur lui, enroulant ses bras autour de sa jambe et refusant de lâcher prise. Miles se tenait plus en retrait sur la marche devant la porte de la boutique, ne courant pas vers lui comme sa sœur, mais ses yeux s'illuminèrent et un petit sourire apparut sur ce petit visage sérieux. Reed ne dit rien. Il s'agenouilla seulement lentement, laissant Rosie jeter ses bras autour de son cou, puis ouvrit un bras vers Miles. Le garçon resta là une seconde, puis s'avança et laissa Reed prendre les deux enfants dans ses bras. Maeve se tenait sur le seuil de la boutique, les bras croisés sur sa poitrine. Elle ne sourit pas. Elle ne dit pas un mot. Son visage gardait toujours son expression méfiante, mais elle ne l'arrêta pas. Et elle ne demanda pas à Reed de partir. Elle resta juste là, regardant l'homme le plus puissant de Chicago, agenouillé sur le trottoir glacial, tenant ses deux enfants comme s'ils étaient son monde entier. Et c'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Février arriva avec les derniers vents vifs d'un hiver à Chicago. La maternelle de Miles et Rosie annonça une journée des êtres chers, un événement spécial où chaque enfant pouvait inviter une personne importante de sa vie à venir participer aux activités avec lui. Le soir précédant l'événement, le téléphone de Reed vibra au milieu d'une réunion. Il était assis dans la salle de conférence au 45e étage, en face d'un groupe de partenaires de New York, avec un contrat de 30 millions de dollars en attente d'être conclu. Mais dès qu'il vit boutique de Rosie sur l'écran, il répondit quand même. Oncle Reed, la voix de Miles parvint, petite mais claire. C'est Miles. Peux-tu venir à mon école demain? Nous avons la journée des êtres chers. Chaque enfant peut inviter une personne spéciale. Je veux t'inviter. Reed regarda la table de conférence, les visages en attente, les millions de dollars sur l'écran de présentation. Puis il jeta un coup d'œil à Shaw, debout dans le coin de la pièce, une confusion fugitive dans les yeux du garde du corps. « À quelle heure? » demanda Reed. « 9 heures du matin. »« J'y serai. » Il mit fin à l'appel et se leva. Toute la salle se tut et le fixa. « Mes excuses, messieurs, » dit Reed d'une voix qui ne portait pas la moindre trace d'excuse. « Nous reportons cette réunion. » Le partenaire principal, un homme aux cheveux argentés dans un costume cher, parut si surpris qu'il faillit laisser tomber son stylo. « Monsieur Ashford, cet accord est en préparation depuis 6 mois. Nous avons pris l'avion depuis New York pour... » « L'accord sera toujours là demain, » l'interrompit Reed en enfilant son manteau. « Mais il y a autre chose que je ne peux pas reporter. » Il sortit de la salle de conférence sans regarder en arrière. Shaw se précipita après lui, le rattrapant dans le couloir. « Vous allez bien? Il s'est passé quelque chose? » Reed appuya sur le bouton de l'ascenseur. « Je dois aller à une maternelle demain. » Shaw, l'homme qui avait suivi Reed pendant 10 ans de négociations tendues et de confrontations dangereuses, se retrouva sans voix pour la première fois. Il resta juste là, regardant son patron entrer dans l'ascenseur,
et se demanda ce que cette petite sandwicherie du Southside avait fait à Reed Ashford que 10 ans de loyauté n'avaient jamais réussi à faire. À 9 heures le lendemain matin, Reed apparut au portail de la maternelle Sunshine. Il était la seule personne portant une chemise habillée sur mesure et un pantalon cher au milieu d'une foule de parents en t-shirt, jeans et baskets. Shaw se tenait à l'extérieur du portail comme un agent des services secrets gardant un président, faisant que le gardien de sécurité de l'école le fixait sans ciller. La porte de la classe C était à peine ouverte que Rosie sortit en courant la première. Elle vola droit vers Reed, s'enroula autour de sa jambe et rayonna. « Tu es vraiment venu. Je savais que tu viendrais. J'ai dit à mes amis que tu viendrais. » Miles sortit derrière sa sœur, plus lentement, plus calmement. Il ne serra pas Reed dans ses bras. Il ne courut pas. Il se tint simplement à côté de lui et dit doucement, d'une voix aussi formelle qu'un petit homme adulte, « Merci d'être venu. » Reed hocha la tête. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. L'activité principale de la journée était de fabriquer des cartes de la Saint-Valentin pour la personne que chaque enfant aimait. Reed était assis au milieu d'une foule de petits-enfants, perché sur une minuscule chaise en plastique bien trop petite pour sa grande taille, ses genoux s'élevant plus haut que la table. Autour de lui, il y avait du papier de couleur, des ciseaux, de la colle et beaucoup trop de paillettes. Miles était assis à côté de lui, expliquant patiemment chaque étape. « Tu dois le coller droit. Si c'est de travers, c'est moche. Tiens, laisse-moi te montrer. » Le garçon prit la main de Reed et plaça le cœur en papier exactement au bon endroit. Rosie, pendant ce temps, était occupée à saupoudrer des paillettes sur tout. Sur sa carte, sur la table, sur ses mains, dans ses cheveux et partout sur Reed. Des paillettes roses et argentées s'accrochaient à ses cheveux sombres, à sa chemise blanche coûteuse, même à son visage. Reed ne les enleva pas. Il resta juste assis là, laissant Rosie continuer à tout couvrir de paillettes, laissant Miles corriger chaque découpe maladroite qu'il faisait. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit comme s'il appartenait à quelque part. L'enseignante passa et s'arrêta, regardant Reed avec une curiosité non dissimulée. Un homme habillé de façon coûteuse avec des paillettes dans les cheveux était penché sur une carte de la Saint-Valentin avec 2 petits-enfants. « Êtes-vous le père de Miles et Rosie? » demanda-t-elle. Toute la classe sembla se figer. Miles et Rosie levèrent tous les deux les yeux vers Reed, attendant sa réponse. Leurs yeux brillaient de quelque chose que Reed ne pouvait pas tout à fait nommer. De l'espoir peut-être, ou de la peur, ou les deux. Reed regarda les enfants, puis l'enseignante. « Je suis celui qu'ils ont invité. » L'enseignante hocha la tête, sourit et continua son chemin. Rosie tira sur la manche de Reed, ses grands yeux fixés sur lui. « Oncle, qu'est-ce que ça veut dire, celui qu'ils ont invité? » Reed réfléchit un moment, puis répondit, « Ça veut dire que quelqu'un voulait que je sois là. » Miles parla doucement, d'une voix si basse que seul Reed pouvait l'entendre. « Je veux que tu sois là toujours. » À la fin de l'événement, quand toutes les activités furent terminées, Rosie courut vers Reed et lui tendit la carte qu'elle avait faite elle-même. Du papier rose, des paillettes éparpillées partout et des lettres au crayon de travers qui disaient « Oncle Reed, je t'aime. » Reed prit la carte, regarda les petites lettres maladroites et sentit sa gorge se serrer. Il ne put dire un mot. Miles se tenait à côté de lui et lui tendit une autre carte. La sienne était plus simple, plus nette, avec beaucoup moins de paillettes. Mais sur le devant, il y avait un dessin. 4 personnes debout devant une maison se tenant la main. Un grand homme, une femme et 2 petits-enfants. Et sous l'image, écrit soigneusement en lettres nettes, il y avait les mots « Ma famille ». Reed regarda la carte, puis les 2 enfants debout devant lui. Rosie, avec son sourire radieux et des paillettes partout dans les cheveux. Miles, avec des yeux plus vieux que son âge, mais brillants d'une manière que Reed n'avait jamais vue auparavant. Il s'agenouilla, ouvrit les bras et prit les 2 enfants dans ses bras. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Depuis le portail de l'école, Maeve observait la scène. Elle était venue chercher ses enfants, mais elle s'arrêta quand elle vit Reed tenant les 2 petits, des paillettes scintillant dans ses cheveux sombres, les 2 cartes serrées fermement dans sa main. Et pour la première fois depuis qu'elle avait appris qui était vraiment Reed Ashford, Maeve pensa, « Peut-être que j'ai eu raison de lui donner une chance. » Ce dimanche-là, le temps à Chicago se réchauffa de manière inattendue après des semaines de froid glacial.
La plupart de la neige avait fondu, révélant le petit jardin derrière l'épicerie du coin de Rossi. Il n'y avait pas grand-chose là, seulement quelques pots de fleurs desséchés par l'hiver, une vieille table en bois et une balançoire que Madame Bellini avait gardée de l'époque où ses propres petits-enfants étaient encore petits. La balançoire était vieille, sa peinture écaillée et pelée, mais elle fonctionnait toujours. Et Rosie l'avait adorée dès le premier instant où elle l'avait vue. Maeve aidait Madame Bellini à préparer la nourriture dans la cuisine tandis que Reed emmenait les enfants jouer à l'arrière. Rosie grimpa sur la balançoire aussitôt, ses petites jambes donnant des coups de pied dans l'air. « Pousse-moi, oncle Reed, plus haut! » Reed se tenait derrière elle et donna une légère poussée à la balançoire. Il était prudent, ne poussant jamais trop fort, gardant toujours les yeux sur la petite fille. Miles était assis sur la chaise en bois voisine, un crayon à la main, dessinant quelque chose sur une feuille de papier. De temps en temps, il levait les yeux vers sa sœur, puis baissait la tête et continuait à dessiner. « Plus haut, oncle Reed. » Rosie riait vivement, ses cheveux volant au vent. « Je veux voler. » Reed sourit et donna un peu plus de force à la balançoire. Son rire résonna dans le petit jardin clair et vif comme de petites cloches. Puis, pendant un bref instant, Reed se tourna pour regarder Miles. Le garçon dessinait avec une profonde concentration, le bout de sa langue sortant juste un peu, cette habitude qu'il avait chaque fois qu'il s'appliquait. Reed était sur le point de lui demander ce qu'il dessinait quand le cri de Rosie déchira l'air. Un grand fracas suivit. Reed se retourna et son cœur sembla s'arrêter. Rosie était allongée sur le sol, son bras gauche plié à un angle qui n'était pas naturel. Elle pleurait, son visage devenu blanc, des larmes coulant sur ses joues. Au-dessus d'elle, la balançoire se balançait d'avant en arrière, vide. Miles l'atteignit avant Reed, son visage encore plus blanc que celui de sa sœur. « Rosie, Rosie, ça va? Ou as-tu mal? » Reed fut à leur côté en un instant. L'instinct né d'années de gestion de crise prit le dessus, écrasant chaque vague de panique. Il tomba à genoux à côté de Rosie, sa voix calme et ferme. « C'est bon, je suis là. Ne bouge pas, ma chérie. » Il regarda rapidement et réalisa que son bras gauche était blessé. Avec précaution, il glissa un bras sous son dos et l'autre sous ses genoux, la soulevant sans toucher le bras blessé. Rosie pleura plus fort, mais la voix de Reed resta calme. « Je sais que ça fait mal, mais je t'emmène chez un médecin tout de suite. Sois courageuse pour moi. » La porte arrière s'ouvrit brusquement. Maeve sortit en courant, son visage se vidant de sa couleur quand elle vit sa fille dans les bras de Reed, en pleurs, son bras plié à cet angle terrible. « Mon bébé, que s'est-il passé? » « Elle est tombée de la balançoire, » dit rapidement Reed. « Son bras est blessé. Prends la voiture, je la porte. » Puis il se tourna vers Miles qui se tenait là, tremblant, le visage blanc comme du papier. « Miles, tu viens aussi. Tiens la main de ta sœur pour moi. Elle a besoin de toi. » Miles hocha la tête et courut après eux, agrippant la main droite non blessée de Rosie. Il ne pleura pas, mais ses lèvres tremblaient. Dans la voiture, Maeve conduisait, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit faire une embardée. Reed était assis sur le siège arrière, avec Rosie sur ses genoux, maintenant son bras blessé immobile. Miles était assis à côté d'eux, tenant toujours la main de sa sœur, ses yeux ne quittant jamais le visage de Rosie, strié de larmes. Reed sortit son téléphone et composa le numéro de Shaw. « Hôpital Sainte Mary, appel à l'avance. VIP, le meilleur orthopédiste tout de suite. » Maeve le regarda dans le rétroviseur. « Qu'est-ce que tu fais? » « Je m'assure que ta fille reçoive les meilleurs soins possibles maintenant. » À l'hôpital Sainte Mary, tout se déroula à une vitesse vertigineuse. Rosie fut emmenée aux urgences immédiatement, sans attendre comme les autres patients. Le meilleur orthopédiste de Chicago arriva en 20 minutes, même si c'était dimanche et qu'il était chez lui. Après l'examen, le médecin donna de bonnes nouvelles. Le bras de Rosie était blessé, mais elle n'aurait pas besoin de chirurgie. Il fallait juste un plâtre et quelques semaines de repos. Quand l'infirmière demanda à Rosie de quelle couleur elle voulait son plâtre, la petite fille cessa de pleurer aussitôt. « Rose. J'aime le rose. » Le médecin sourit et lui tapota doucement la tête. « D'accord, princesse. Le plus joli rose pour la plus courageuse des petites princesses. » Maeve était assise à côté du lit de sa fille, les yeux rouges, une main enroulée fermement autour des petits doigts de Rosie.
Miles était assis dans le coin de la pièce en silence, ses yeux ne quittant jamais sa sœur, même pas une seconde. Il n'avait toujours pas parlé depuis l'accident. Reed se tenait à l'extérieur de la chambre, parlant doucement avec Shaw. Assure-toi que toutes les dépenses sont couvertes. Elle ne doit s'inquiéter de rien. Et vérifie cette balançoire à nouveau. Je veux savoir pourquoi elle a cassé. Une fois que tout fut réglé, Maeve sortit de la chambre et fit face à Reed. Son visage semblait épuisé. Ses yeux étaient toujours rouges, mais la panique l'avait quitté maintenant. Je devrais être en colère contre vous, dit-elle, la voix basse. Vous surveilliez les enfants quand c'est arrivé. Reed hocha la tête. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Je n'ai pas été assez prudent. Mais vous êtes aussi celui qui a amené ma fille ici le plus vite possible, continua Maeve, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Vous avez appelé le meilleur médecin. Vous avez tout géré. Vous. Elle s'arrêta, comme si elle ne savait pas comment finir. Reed la regarda et attendit. Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû la surveiller de plus près. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Maeve le regarda un long moment, ses yeux ambrés scrutant son visage, mais il n'était plus aussi froid qu'auparavant. La prochaine fois, soyez plus prudent. Ce n'était pas un pardon complet, mais ce n'était pas un rejet non plus. Et pour Reed, pour l'instant, c'était suffisant. La nuit s'installa sur l'hôpital St. Mary. Les couloirs étaient devenus silencieux, avec seulement le bruit occasionnel des pas d'une infirmière faisant sa ronde et la faible lueur de la lumière s'échappant des chambres des patients. Dans une petite chambre au 3e étage, Rosie dormait profondément, son petit visage paisible contre l'oreiller blanc, son plâtre rose posé avec soin à ses côtés. Elle avait beaucoup pleuré cet après-midi-là, mais maintenant la douleur s'était atténuée un moment grâce aux médicaments. Miles était recroquevillé sur la chaise à côté du lit de sa sœur, comme un petit chat veillant sur quelqu'un qu'il aimait. Il avait essayé de rester éveillé pour veiller sur elle, mais à la fin, il s'était assoupi sans même se rendre compte quand le sommeil l'avait emporté. Maeve était assise à côté du lit de sa fille, le dos appuyé contre la chaise, les yeux sur Rosie sans vraiment rien voir. Elle était fatiguée jusqu'à la moelle, mais elle ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Rosie tomber, entendait à nouveau les cris de sa fille, sentait son cœur se serrer encore et encore. Reed était assis sur la chaise dans le coin de la pièce, un peu plus loin, comme s'il ne voulait pas s'immiscer dans l'espace de leur famille. Il ne dormait pas non plus. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre où la nuit de Chicago s'étendait, noire et sans fin, avec seulement quelques lumières clignotantes de bâtiments lointains. Le silence dura longtemps. Il n'y avait que le son régulier du moniteur cardiaque, la respiration douce des 2 enfants et le faible murmure du vent contre la vitre. Maeve parla la première, sa voix rauque d'épuisement. « Pourquoi êtes-vous encore là? » Reed se tourna pour la regarder. « Parce que je veux être là. Vous avez un empire. Vous avez tout Chicago, dit Maeve, non pas comme une accusation, mais seulement comme une question tranquille. Pourquoi rester assis ici dans un hôpital toute la nuit pour un enfant qui n'est pas le vôtre? » Reed resta silencieux un long moment. Il regarda par la fenêtre, puis Rosie qui dormait, puis Miles recroquevillé sur la chaise. Enfin, il parla, sa voix plus basse que d'habitude. « Savez-vous quelle est la pire chose quand on a tout? » Maeve ne répondit pas. Elle le regarda seulement et attendit. « C'est de n'avoir personne à perdre, » dit Reed. « J'ai de l'argent, j'ai du pouvoir, j'ai des gens qui me craignent, des gens qui ont besoin de moi pour ce que je peux leur donner. Mais depuis 20 ans, il n'y a pas eu une seule nuit où je suis resté éveillé à m'inquiéter pour quelqu'un. Il n'y a eu personne que j'avais peur de perdre. Il n'y a eu personne qui a fait battre mon cœur plus vite par inquiétude plutôt que par danger. » Maeve le regarda et commença à comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. « Ce soir, continua Reed, sa voix plus douce maintenant. Ce soir, j'ai eu peur. Quand j'ai vu Rosie tomber, quand j'ai vu son bras plié comme ça, quand je l'ai entendu pleurer, j'ai eu peur. C'est un sentiment que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Si longtemps que je pensais avoir oublié ce que c'était. »« Avoir peur, est-ce une bonne chose? » demanda Maeve doucement. Reed hocha lentement la tête. « Ça veut dire que j'ai quelque chose à perdre. Ça veut dire que je tiens assez à quelqu'un pour avoir peur de le perdre. Ça veut dire que j'ai quelqu'un. » Avant que Maeve ne puisse dire quoi que ce soit,
Miles bougea sur la chaise. Le garçon ouvrit les yeux et regarda autour de lui un moment, comme pour essayer de situer où il était. Puis il vit Reed, et sans dire un mot, il descendit tranquillement de la chaise. Ses petits pas traversèrent la pièce jusqu'à l'endroit où Reed était assis. Il grimpa sur la chaise à côté de lui, s'assit et s'appuya contre l'épaule de Reed. Il ne dit pas un mot. Il n'expliqua rien. Il s'appuya juste là, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Reed se figea une seconde. Il n'était pas habitué à ça. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un s'appuie sur lui, non par peur ou par besoin de protection littérale, mais simplement parce qu'il voulait être proche. Puis, lentement, il leva la main et la posa doucement sur la tête du garçon, ses doigts caressant les boucles douces. Miles parla d'une petite voix endormie. « Je sais que tu étais inquiet. J'étais inquiet aussi. Mais Rosie ira bien. Elle est forte. Elle tombe tout le temps et se relève toujours. » Reed sentit sa gorge se serrer. « Tu devrais essayer de dormir, toi aussi. »« Je ne peux pas dormir, » dit Miles, les yeux toujours fermés. « Je peux m'asseoir ici avec toi? J'ai peur quand je suis tout seul. »« Oui. » Et le garçon de 5 ans, l'enfant qui avait été prudent si longtemps, observant toujours, se tenant toujours à l'écart de tout le monde depuis que son père était parti, s'assit appuyé contre l'épaule d'un homme qu'il ne connaissait que depuis quelques mois, ferma les yeux et se laissa aller complètement. Pour la première fois, Maeve observa la scène de l'autre côté de la pièce. Des larmes coulèrent sur ses joues avant même qu'elle ne s'en rende compte. Elle regarda son fils, l'enfant qui ne faisait confiance à personne, appuyé contre l'épaule de Reed comme s'il était la personne la plus sûre du monde. Elle regarda Reed, l'homme qu'elle avait autrefois craint, qu'elle avait voulu chasser, assis là en silence pour qu'un garçon de 5 ans puisse se reposer contre lui. Sa main posée doucement sur la tête de l'enfant. Reed regarda Maeve et croisa son regard. Il parla très doucement, presque dans un murmure pour ne pas réveiller Miles. « Je ne sais pas comment être un père. Je ne sais pas comment être une famille. J'ai grandi sans ces choses. Personne ne me l'a jamais appris. » Maeve essuya ses larmes et lui fit un petit sourire. « Vous apprenez. J'essaye. C'est suffisant, dit sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Pour l'instant, c'est suffisant. L'aube arriva lentement, la première lumière du matin se déversant par la fenêtre de l'hôpital et dans la petite chambre. Rosie dormait encore profondément, son plâtre rose posé sur l'oreiller. Miles s'appuyait contre l'épaule de Reed, sa respiration régulière et calme. Maeve était assise à côté du lit de sa fille, ses yeux n'étant plus si rouges. Et Reed, pour la première fois en 26 ans, était assis parmi des gens auxquels il tenait, dans une petite chambre d'hôpital, et sentait qu'il appartenait à quelque part. Les 4, dans la pâle lumière de l'aube, ressemblaient à une famille. Une semaine après l'accident, Rosie s'était presque complètement rétablie. Elle devait encore porter le plâtre à son bras gauche, mais cela n'atténuait en rien son bonheur. Au contraire, Rosie avait transformé ce plâtre rose en un sujet de fierté, le montrant à tous ceux qu'elle rencontrait. « Regardez mon bras. Il est rose, n'est-ce pas joli? Le docteur a dit que j'étais très courageuse. » Le dimanche soir de cette semaine-là, l'épicerie du coin de Rosie était fermée. Madame Bellini était rentrée chez elle après une longue journée, ne laissant que les 4 à l'intérieur de la petite boutique. La lumière jaune brillait toujours chaleureusement, et l'odeur de pain et de café flottait dans l'air. Maeve était dans la cuisine en train de nettoyer les dernières choses, mais à travers la petite fenêtre de service, elle pouvait entendre tout ce qui se passait dans la pièce principale. Les enfants étaient assis sur le vieux canapé, tandis que Reed était assis sur la chaise en face d'eux. Rosie était occupée à griffonner sur une feuille de papier avec sa main droite, et de temps en temps, elle levait les yeux vers Reed avec un large sourire. Miles était assis à côté de sa sœur, plus silencieux que d'habitude, comme s'il réfléchissait à quelque chose de très important. Puis, soudain, il parla. « Oncle Reed, est-ce que tu vas partir? » Reed parut surpris par la question. Il se tourna vers Miles et vit les yeux du garçon, trop vieux pour son âge, le fixant droit dans les siens, en attente. « Pourquoi demandes-tu ça? »« Parce que les adultes partent, » dit Miles, sa voix petite mais claire. « Mon père est parti, lui aussi. Maman dit qu'il est parti avant que Rosie et moi ne soyons nés. Il ne voulait pas rester. » Rosie arrêta de dessiner et leva les yeux.
Maman dit que papa n'était pas prêt. Il est parti et n'est jamais revenu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Miles garda les yeux fixés sur Reed sans ciller. Es-tu comme notre père? Vas-tu partir et ne jamais revenir, toi aussi? La question frappa Reed comme un marteau en pleine poitrine. Il regarda les deux enfants devant lui, l'un avec un plâtre rose au bras, l'autre avec des yeux bien trop vieux pour un enfant, et il vit en eux une peur qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. La peur d'être abandonné, la peur qu'il avait autrefois portée, lui aussi. Reed se leva lentement de sa chaise, puis s'assit par terre juste en face d'eux pour que ses yeux soient à leur niveau. Il ne voulait pas les regarder de haut en disant cela. « Je ne suis pas votre père, dit-il, sa voix lente et claire. Je ne peux pas remplacer votre père. Je ne le connais pas et je n'ai pas le droit de prendre cette place. » Miles hocha la tête. « Je sais, mais je veux te demander quelque chose. » Rosie pencha la tête, curieuse. « Demandez quoi? » Reed regarda les deux enfants, puis demanda, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. « Voulez-vous que je reste? Pas comme un père, juste comme un oncle Reed, celui qui vous lit des contes de fées, celui qui mange des sandwichs avec du fromage partout sur le visage, celui qui vient tous les dimanches. Voulez-vous que je sois cette personne? » Rosie n'eut pas besoin de temps pour réfléchir. Elle sauta du canapé et se précipita pour jeter son bras droit valide autour du cou de Reed. « Oui, je veux que tu restes. Tu es mon oncle Reed. » Mais Miles ne répondit pas tout de suite. Il resta assis, étudiant Reed avec des yeux qui pesaient et jugeaient, comme un petit homme adulte décidant si la confiance valait la peine d'être donnée. Puis il demanda, sa voix calme mais sérieuse. « Peux-tu le promettre? »« Je le peux. Les adultes font des promesses et ne les tiennent pas, » dit Miles. « Maman dit ça. Mon père a promis qu'il reviendrait aussi, mais il ne l'a jamais fait. » Reed regarda le garçon et vit dans ses yeux de 5 ans une sorte de blessure qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à supporter. « Je sais, j'ai connu beaucoup d'adultes comme ça, moi aussi, mais je ne suis pas l'un d'eux. »« Comment puis-je le savoir? » demanda Miles simplement. « Comment puis-je savoir que tu es différent? » Reed réfléchit un moment, puis répondit honnêtement. « Tu ne peux pas le savoir. Personne ne peut jamais savoir avec certitude que quelqu'un tiendra une promesse juste parce qu'il le dit. Je ne peux pas le prouver avec des mots non plus. Je ne peux le prouver qu'en étant ici chaque semaine, chaque mois, jusqu'à ce que tu le crois. C'est la seule façon que je connaisse. » Miles regarda Reed pendant un long moment. Puis, pour la première fois, il tendit la main et prit la grande main de Reed dans sa petite main. « Je te crois, dit-il doucement, mais tu dois tenir ta promesse. Promets-le-moi. » Reed referma soigneusement sa main autour de cette petite main, comme s'il tenait la chose la plus précieuse au monde. « Je le promets, et je la tiendrai. » Dans la cuisine, Maeve se tenait immobile sur le seuil, entendant chaque mot. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle regarda son fils, l'enfant qui n'avait fait confiance à personne depuis qu'il avait appris que son père était parti. Maintenant, tenant la main de l'homme qu'elle avait voulu chasser de sa vie quelques mois plus tôt. Rosie serrait toujours Reed autour du cou, rayonnante. « Tu es mon oncle Reed, l'oncle Reed de Rosie. » Miles tenait toujours la main de Reed et ne la lâchait pas. Il ne souriait pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Maeve n'avait pas vu depuis très longtemps. La confiance. Reed leva la tête et croisa le regard de Maeve sur le seuil de la cuisine. Il ne dit rien. Elle non plus. Ils se regardèrent simplement et Maeve lui fit un petit signe de tête. C'était bref, mais cela portait une sorte d'acceptation qu'elle n'avait jamais donnée à personne auparavant. Cette nuit-là, alors que Reed s'apprêtait à partir, Miles courut à la porte et l'appela. « N'oublie pas dimanche prochain, tu as promis. » Reed se retourna et Maeve vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage depuis qu'elle le connaissait. Un sourire. Pas un sourire poli, pas un sourire social, pas le sourire froid qu'elle avait vu sur les photos de journaux. Un vrai sourire, assez chaud pour illuminer ses yeux gris. « J'y serai. » La voiture noire disparut dans la nuit. Maeve se tenait sur le seuil, la regardant partir, avec Rosie à ses côtés, sa petite main enroulée autour de celle de sa mère. « Maman ?» demanda la petite fille en levant les yeux. « Tu aimes Uncle Reed? » Maeve ne répondit pas à cette question. Elle sourit seulement, se pencha et embrassa le sommet de la tête de sa fille. « C'est l'heure d'aller au lit, ma chérie. »
Il est tard. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que la réponse changeait, lentement, sûrement, comme la neige qui fond quand le printemps commence. 2 semaines après cette promesse, tout semblait aller dans la bonne direction. Reed venait à la sandwicherie tous les dimanches, comme il l'avait promis, et s'arrêtait même parfois en semaine quand le travail le permettait. Les enfants s'étaient tellement habitués à sa présence que Rosie courait à la porte dès qu'elle entendait la voiture familière, tandis que Miles sortait automatiquement du papier et des crayons pour qu'ils puissent dessiner ensemble. Maeve avait changé aussi. Elle avait commencé à sourire davantage chaque fois qu'elle voyait Reed, avait commencé à l'inviter à rester pour dîner avec la famille, avait commencé à l'appeler par son nom au lieu du froid Monsieur Ashford qu'elle avait utilisé auparavant. Madame Bellini avait même commencé à mettre de côté le meilleur sandwich pour Reed chaque fois qu'il venait, disant que c'était pour la famille. Paisible, chaleureux, comme si la vie avait enfin choisi de leur sourire à tous. Mais la paix ne dura pas. Tard le vendredi soir de cette semaine-là, Madame Bellini dormait dans le petit appartement au-dessus de la boutique quand elle entendit des bruits étranges en bas. Le son de verre qui se brise, des choses qui s'écrasent, des pas précipités. Elle n'osa pas descendre. Elle appela seulement la police et resta immobile dans sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Ce n'est que le matin qu'elle trouva enfin le courage de descendre, et ce qu'elle vit la fit s'agripper à la rampe pour ne pas s'effondrer. L'épicerie du coin de Rosie avait été détruite. La vitrine était brisée. Des morceaux de verre étaient éparpillés sur tout le sol. Les tables et les chaises avaient été renversées. Les seaux étaient de travers. Les photographies sur les murs avaient été arrachées, leur cadre brisé. Et sur le mur blanc, en grosses lettres noires, quelqu'un avait griffonné un message. Le fantôme a un cœur maintenant. Sous les mots, posés soigneusement sur le comptoir, se trouvait une fleur noire. Une rose teinte en noir, ses pétales fanés, sa tige enveloppée de rubans adhésifs noirs. Madame Bellini ne comprit pas la signification de la fleur, mais elle comprit que ce n'était pas du vandalisme ordinaire. C'était une menace. Elle appela Maeve. Maeve appela Reed. 15 minutes plus tard, la voiture noire s'arrêta devant la boutique. Reed sortit avec Shaw juste derrière lui. Le visage de Reed était froid comme de la glace, mais pas la froideur que Maeve avait vue auparavant. La froideur de la solitude. C'était la froideur du danger, d'une bête sur le point de frapper. Il entra dans la sandwicherie, ses yeux balayant les décombres avant de s'arrêter sur les mots griffonnés sur le mur. Puis il regarda la fleur noire sur le comptoir et Maeve vit sa mâchoire se contracter. Il comprenait. Il savait qui avait fait ça. Conrad Mercer, son plus grand rival dans le South Side de Chicago. L'homme qui avait passé des années à chercher la faiblesse de Reed et l'avait finalement trouvée. Reed se tourna vers Shaw, sa voix froide et tranchante comme une lame. « Où sont les enfants? »« Emmenés en lieu sûr, » répondit Shaw aussitôt. « Un appartement temporaire dans le North Side. 2 de nos hommes les gardent. » Reed hocha la tête. « Protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne s'approche d'eux. Personne. » Puis il se tourna vers Maeve. Elle se tenait au milieu des décombres, le visage blanc, les mains tremblantes. Cette petite sandwicherie était l'endroit où elle travaillait, où les enfants avaient grandi, la deuxième maison de toute leur famille. Et maintenant, elle était en ruine, détruite par un monde auquel elle n'appartenait pas. « Je suis désolé, » dit Reed la voix basse. Maeve le regarda, les yeux rouges mais secs. « C'est à cause de vous, Nisrev, votre monde, vos ennemis. Oui, je vous ai entraîné là-dedans. » « Je sais, » Reed ne se défendit pas. Il n'expliqua rien. Il resta juste là et encaissa chaque accusation. « Et je vous en sortirai. » Maeve le regarda, ses yeux toujours pleins de peur, mais maintenant, il y avait autre chose là aussi, en attente. « Comment? » Reed la regarda droit dans les yeux, sa voix froide comme l'acier, mais son regard plein de résolution. En mettant fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. Il sortit de la boutique, sortit son téléphone et appela le seul homme qu'il n'appelait presque jamais. Pierce Ashford, son père adoptif, son mentor, le vieux caïd qui avait pris sa retraite mais qui détenait encore entre ses mains des relations et des informations que personne d'autre ne pouvait égaler. « Merci son esprit à mes gens, » dit Reed dès que Pierce répondit. Silence pendant une seconde. Puis la voix de l'homme plus âgé par 20, vieilli mais toujours aussi tranchante. « Il est au courant pour la sandwicherie.
Il a laissé un signe, une fleur noire et une question sur le mur. Pierce laissa échapper un long soupir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, admit Reed, la voix tendue. Si je riposte, ils seront en danger parce que Mercer se vengera. Si je recule, ils seront toujours en danger parce que Mercer pensera que je suis faible. Je n'ai pas de bon choix. Alors tu as un troisième choix, dit Pierce. Lequel? Mettre fin au jeu, pas par la violence, pas par la confrontation directe. Fais comprendre à Mercer que toucher tes gens a été la plus grande erreur de sa vie. Rendre le prix si élevé qu'il y réfléchira à deux fois. Comment? Demanda Reed. Tous le fantôme, mon fils, dit Pierce, sa voix lourde de sens. Tu n'as pas besoin de frapper qui que ce soit. Tu as seulement besoin de leur faire peur, et tu sais comment faire ça mieux que quiconque. Reed mit fin à l'appel et resta immobile sur le trottoir. Il regarda dans la sandwicherie saccagée, regarda Madame Bellini assise dans le coin du comptoir en pleurant, regarda Maeve essayant de déblayer le verre brisé. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur une photographie encore accrochée au mur, la seule qui n'avait pas été détruite. La photo que Madame Bellini avait prise le dimanche soir précédent, quand ils étaient tous les quatre assis autour de la table à manger des sandwichs. Miles avec ce rare sourire. Rosie brandissant son plâtre rose. Maeve avec un regard doux dans les yeux en regardant ses enfants, et lui assis parmi eux, ressemblant à un membre de la famille. Reed regarda la photographie et se parla à lui-même, sa voix basse et certaine. J'ai promis que je resterai, et je tiendrai cette promesse, peu importe ce qu'il en coûte. Cette nuit-là même, Reed convoqua ses hommes. Non pas dans la luxueuse salle de conférence du 45e étage, mais dans le sous-sol caché sous Ashford Holdings, un endroit que seul son cercle le plus proche connaissait. 12 hommes étaient assis autour de la table, tous des hommes qui avaient été aux côtés de Reed pendant des années, des hommes en qui il avait une confiance absolue. Je veux tout sur Conrad Mercer, dit Reed, sa voix froide et tranchante. Chaque transaction, chaque contrat, chaque secret qu'il veut enterrer. Tout. Shaw se tenait à côté de lui, regardant son patron avec une compréhension silencieuse. Vous prévoyez de négocier. Je prévois de lui donner un choix, répondit Reed. Un choix qu'il ne peut pas refuser. 2 jours plus tard, Shaw entra dans le bureau de Reed et posa une petite clé USB sur le bureau en chaîne. Tout est cela, dit-il. 10 ans de transactions, blanchiment d'argent via 5 sociétés écrans, des millions d'évasions fiscales, des contrats douteux avec des fonctionnaires de la ville, et quelques autres choses encore pires que je préfère ne pas dire à voix haute. Reed prit la clé USB et la fit tourner dans sa main. Petite, légère, mais elle contenait assez de pouvoir pour détruire un empire. Assez pour faire intervenir le FBI? Demanda-t-il. Plus qu'assez. Si ça tombe entre les mains des fédéraux, Mercer ne reverra pas la lumière du jour. Reed se leva de sa chaise et glissa la clé USB dans la poche de son manteau. Organise une rencontre avec Mercer. Terrain neutre. Dis-lui que le fantôme veut parler. La rencontre fut organisée pour le lendemain soir dans un restaurant chic du centre-ville de Chicago. L'endroit se trouvait dans une zone tampon, ni le territoire de Reed, ni celui de Mercer. Neutre, sûr, du moins en théorie. Quand Reed entra, Mercer attendait déjà à la table du coin, le dos au mur pour pouvoir surveiller tout le restaurant. Un homme de 45 ans, les cheveux poivres et celles soigneusement brossées en arrière, et des yeux vieux et rusés brillants de calcul. Il portait un costume cher et une montre en or, ressemblant en tout point à un homme d'affaires prospère ordinaire. Mais Reed savait ce qui se cachait sous cette apparence polie. Reed se dirigea seul vers la table. Shaw attendait dehors dans la voiture, sur ordre de Reed. C'était la guerre de Reed, et il allait y mettre fin lui-même. Mercer regarda Reed s'approcher, puis sourit. Un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Le fantôme vient seul. C'est courageux ou stupide. Je n'ai pas encore décidé. Reed s'assit en face de lui et ne dit rien. Il ne commanda pas de boisson. Il ne regarda pas le menu. Il regarda seulement droit dans les yeux de Mercer et attendit. Mercer pencha la tête, amusé. Silencieux, n'est-ce pas? Très bien, je vais commencer alors. Il attrapa son verre et but d'une gorgée. J'ai entendu dire que tu as une famille maintenant. Une petite sandwicherie dans le South Side, une jolie cuisinière et 2 adorables enfants. Un garçon et une fille, c'est ça? Des jumeaux? Reed resta silencieux, mais sa mâchoire se contracta.
Mercer sourit plus largement, clairement satisfait de la réaction. Tu sais ce qui est drôle, fantôme? J'ai passé 5 ans à chercher ta faiblesse. 5 ans. Rien. Pas de famille, pas de pain, pas d'amis. Tu étais vraiment un fantôme. Rien à perdre. Et puis soudain, te voilà dans le South Side chaque semaine, à manger des sandwichs, à lire des contes de fées à des enfants comme un homme ordinaire. Il se pencha en avant, les yeux brillants. Tu sais, voir le fantôme avec une faiblesse est encore plus intéressant que de trouver comment te battre. Que veux-tu? Demanda enfin Reed, sa voix plate. Mercer posa son verre et devint plus sérieux. Le South Side, tout le sud de Chicago, toutes tes opérations commerciales là-bas, je les veux. Et si je refuse? Mercer haussa les épaules. Alors cette petite sandwicherie aura d'autres accidents. Tu sais à quel point le South Side peut être dangereux. Des incendies, des vols, et les enfants sont si fragiles. Il suffit d'une petite erreur. Le silence s'étira entre eux. L'air du restaurant sembla s'épaissir. Reed ne dit rien. Il plongea seulement lentement la main dans la poche de son manteau, sortit la petite clé USB et la posa sur la table entre eux. Mercer la regarda et haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? 10 ans, dit Reed la voix basse. Chaque transaction que tu as faite, tout ce que tu ne veux pas que le FBI sache. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, contrat avec des fonctionnaires de la ville, et un certain nombre d'autres choses dont je suis sûr que tu ne veux pas que je discute ici. Le visage de Mercer changea. Le sourire confiant disparut, remplacé par de la tension. Je ne l'ai pas envoyé, continua Reed. Pas encore. Mais si tu touches à nouveau à ma famille, même un seul cheveu, même une seule menace de plus, je l'enverrai. Et tu sais exactement ce qui se passera alors. Mercer regarda la clé USB, puis de nouveau Reed, ses yeux s'assombrissant. Tu me menaces? Je te donne un choix, répondit calmement Reed. Tu peux avoir le Southside, je n'en ai pas besoin. Je retirerai toutes mes opérations. Mais en retour, tu disparais du Southside. Tu ne reviens jamais. Et tu oublies que cette sandwicherie existe. Tu oublies que les gens à l'intérieur existent. En échange de quoi? En échange d'avoir encore un empire à diriger. En échange de ne pas passer le reste de ta vie en prison. Mercer resta silencieux un long moment. Il regarda la clé USB, puis Reed pesant le coup. Tu sais, si j'accepte ça, j'aurai l'air faible. Tu auras l'air d'un homme qui sait choisir ses batailles, répondit Reed. Je ne veux pas de guerre. Tu ne devrais pas en vouloir non plus. En guerre, tout le monde perd. Personne ne gagne. Et si je n'accepte pas? Reed se leva, regardant droit dans les yeux de Mercer. Sais-tu pourquoi on m'appelle le fantôme? Mercer haussa les épaules avec insouciance. Parce que personne ne te voit venir. Faux, dit Reed, sa voix froide comme la glace. C'est parce que quiconque touche à mes jambes disparaît. Pas de bruit, pas de violence. Ils cessent simplement d'exister comme s'ils n'avaient jamais été là. Tu veux tester ça? Le silence plana entre eux. Mercer fixa Reed, et pour la première fois de la rencontre, quelque chose comme un malaise vacilla dans ses yeux. Tu as changé, fantôme, dit-il en se levant. Tu n'avais pas de faiblesse avant. Je n'ai pas de faiblesse, répondit Reed. J'ai une raison. Ce sont deux choses différentes. Mercer le regarda un long moment, puis hocha la tête. Le South Side en échange de la sandwicherie et de tous ceux qui s'y trouvent. Marché conclu. Mercer se tourna et s'éloigna, mais s'arrêta à la porte et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un conseil, fantôme. Avoir quelqu'un à perdre te rend plus lent, te rend faible. Reed croisa son regard sans ciller. Faux. Avoir quelqu'un à protéger me rend plus dangereux que je ne l'ai jamais été. Mercer ne dit rien de plus. Il sortit du restaurant et la porte se referma derrière lui. Reed resta seul dans la salle à manger presque vide, regardant la clé USB sur la table. Il ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement du soulagement, comme si un poids écrasant avait enfin été levé de sa poitrine. Shaw entra et regarda autour de lui. « Vous allez bien? » « Fais venir des entrepreneurs pour réparer la boutique, » dit Reed en se levant. « Je la veux comme neuve avant dimanche. Nouvelle vitrine, nouvel étal et chaises, repeindre les murs, tout. » Shaw hocha la tête. « Alors, c'est fini. »
Reed regarda à travers la vitre la ville de Chicago qui s'étendait au-delà. Des millions de lumières scintillant dans le noir. Avec Mercer, c'est fini. Mais pour moi, il sortit son téléphone, ouvrit son album photo et regarda la photo que Mme Bellini lui avait envoyée. Celle des quatre à l'intérieur de la sandwicherie. Miles, Rosie, Maeve et lui. Tant ici comme une famille. Pour moi, ça ne fait que commencer. Le lendemain matin, Reed alla voir Pierce dans le vieux domaine des banlieues nord de Chicago. L'endroit avait autrefois été le centre du pouvoir de la famille Ashford, et il ne restait plus maintenant que comme une retraite pour le caïd qui avait pris sa retraite. Pierce était assis dans son bureau, la lumière du soleil matinal se déversant par les grandes fenêtres et se posant sur ses cheveux blancs comme neige. Quand Reed entra, Pierce ne se leva pas. Il fit seulement signe à son fils adoptif de prendre la chaise en face de lui. « J'ai entendu dire que tu as rencontré Mercer hier soir, » dit Pierce. Sa voix était vieillie, mais toujours aussi tranchante. « Tu lui as donné le South Side. »« C'était le seul moyen sans effusion de sang, » répondit Reed. Pierce haussa un sourcil. « Sais-tu ce que vaut le South Side? Des dizaines de millions de dollars chaque année. Les routes les plus importantes. Des relations que tu as mis une décennie à construire. »« Je sais. Et tu l'as donné quand même. » Reed regarda son père adoptif, sa voix calme. « Je dois me concentrer sur autre chose. » Pierce pencha la tête. « La sandwicherie. Ma famille. » Le silence s'étira entre eux. Pierce étudia Reed un long moment, ses vieux yeux cherchant quelque chose dans le regard du fils qu'il avait élevé. Puis il laissa échapper un soupir et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je t'ai élevé pendant 20 ans. Je t'ai appris tout ce que je savais. Et jamais, pas une seule fois, je ne t'ai entendu prononcer le mot « famille ». Reed ne répondit pas. « Cette femme et ses enfants t'ont changé, » continua Pierce. Sa voix plus douce maintenant, n'est-ce pas? « Je sais. » Pierce hocha lentement la tête. Et puis la chose la plus inattendue se produisit. Il sourit. Pas le sourire froid et calculateur que Reed avait connu pendant 20 ans, mais le sourire d'un père regardant un fils qui était enfin devenu lui-même. « C'est une bonne chose, mon fils. Le pouvoir sans personne avec qui le partager n'est rien d'autre qu'une prison dorée. Je te l'ai dit il y a longtemps. Tu te souviens du jour de tes 18 ans? Je t'ai dit que tu aurais tout et personne. Je ne l'ai pas dit parce que je voulais ça pour toi. Je l'ai dit parce que je savais que c'était le prix de cette route. Mais peut-être que je me trompais. Peut-être que tu peux avoir les deux. » Reed regarda l'homme qui l'avait sauvé de la rue, qui l'avait élevé, qui avait fait de lui l'homme qu'il était. « Merci, père. » Pierce fit un geste de la main. « Va, ta famille t'attend. » Cet après-midi-là, Reed se rendit à l'épicerie du coin de Rosie. Même de loin, il pouvait voir la boutique briller de lumière, totalement différente des décombres de quelques jours auparavant. Quand il sortit de la voiture, il vit la nouvelle vitrine scintiller sous le soleil de l'après-midi. Les nouvelles tables et chaises bien en place, les murs repeints d'une couleur crème chaude. Il ne restait aucune trace des mots menaçants ou des ruines. Shaw avait bien fait son travail. Dès que la porte s'ouvrit, Rosie sortit en trombe, son bras droit agité sauvagement, tandis que son gauche portait toujours son plâtre rose. « Oncle Reed, tu es là! » Elle s'enroula autour de sa jambe comme elle le faisait toujours, lui souriant. « Oncle, la boutique est si jolie! Tout est neuf! Qui l'a réparé? » Reed se pencha et lui lissa les cheveux. « J'ai demandé à quelqu'un d'aider. » Miles sortit derrière sa sœur, plus lentement, plus calmement. Il se tint là, regardant Reed avec ses yeux familiers, plus vieux qu'un enfant ne devrait l'être, comme s'il cherchait la réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée à voix haute. « C'est toi qui l'as réparé, n'est-ce pas? » dit-il finalement. « Le méchant homme ne reviendra plus. » Reed s'agenouilla pour que ses yeux soient au niveau de ceux du garçon. « Je l'ai réparé. Personne ne reviendra pour casser la boutique. Personne ne te touchera, ni toi, ni ta mère. »« Promis? »« Je le promets. » Miles le regarda un moment, puis hocha la tête. Il ne sourit pas, mais ses petites épaules se détendirent comme si un lourd fardeau venait d'être levé. Maeve se tenait sur le seuil de la cuisine, observant la scène. Elle sortit et se dirigea vers Reed, s'arrêtant devant lui quand il se leva. « Qu'avez-vous fait? » demanda-t-elle. Sa voix ne contenait plus la méfiance d'autrefois. Maintenant, il n'y avait que de la curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « J'ai résolu le problème, » dit Reed. « Comment?
en leur donnant ce qu'ils voulaient pour que je puisse garder ce dont j'avais besoin. Maeve l'étudia, ses yeux ambrés cherchant la vérité dans ses yeux gris. « Qu'avez-vous perdu? » Reed lui fit le léger sourire qu'elle commençait à connaître. « Rien qui comptait plus que ce que j'ai gardé. » Madame Bellini sortit de la cuisine, un torchon à la main, regardant la boutique réparée avec des yeux pleins de surprise et d'émotion. Elle se tourna vers Maeve et demanda doucement « Il a payé pour réparer la sandwicherie? » Maeve hocha la tête. « Je pense que oui. »« Et tu ne lui fais toujours pas confiance? » Maeve regarda vers le coin de la boutique où Reed était maintenant assis avec ses enfants. Miles montrait fièrement un nouveau dessin, une maison avec 4 personnes debout devant, tout comme l'image qu'il avait donnée à Reed le jour de la Saint-Valentin. Rosie racontait une histoire avec de grands gestes de la main, riant si fort qu'elle pouvait à peine la finir. Et Reed écoutait, patient et attentif, comme si rien d'autre au monde ne comptait plus que les histoires de ses 2 enfants. « J'apprends à faire confiance », répondit Maeve, sa voix plus douce maintenant. Madame Bellini lui tapota l'épaule et sourit avec une gentillesse tranquille. « C'est tout ce qu'il faut, ma chérie. Apprendre à faire confiance. Le reste, le temps y répondra. » Rosie courut vers Reed et lui tira la main, les yeux brillants. « Oncle, tu veux bien me lire une histoire? Celle du petit chaperon rouge. J'adore ta voix de loup. » Reed la regarda, puis Miles, puis Maeve debout à côté de Madame Bellini. « Je vais lire. » Et l'homme le plus puissant de Chicago s'assit sur la vieille chaise en bois, ouvrit le livre de contes de fées à la couverture usée et commença à lire. Sa voix n'était plus sèche et maladroite comme elle l'avait été cette première nuit de Noël. Elle était plus chaude maintenant, plus douce, plus rythmée, comme s'il avait trouvé un foyer. Maeve les regarda un moment, puis fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'assit à côté des enfants, à côté de Reed, et se joignit à eux comme faisant partie du groupe. Miles s'appuya contre sa mère. Rosie s'appuya contre le bras de Reed. Madame Bellini observait de derrière le comptoir, son sourire s'élargissant. « On dirait une famille, » dit-elle doucement, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Reed l'entendit. Il ne dit rien. Il n'arrêta pas de lire. Il continua simplement, sa voix stable et chaude. Mais dans son cœur, il savait que Madame Bellini avait raison. Et pour la première fois en 33 ans de vie, le mot « famille » n'était plus une idée lointaine dont il n'avait entendu parler que par d'autres. Elle était assise juste là, autour de lui. Elle s'appuyait sur son épaule, elle l'écoutait lire, et elle était de la sienne. 1 an plus tard, l'épicerie du coin de Rosie reposait toujours paisiblement dans son petit coin du South Side. Sa chaude lumière jaune se déversait toujours à travers la vitre. L'odeur de pain grillé et de fromage fondu flottait toujours dans l'air, aussi riche que jamais. Tout avait changé, et pourtant, d'une certaine manière, rien n'avait changé du tout. La sandwicherie était toujours petite, les chaises en bois toujours usées par le temps, et les sandwichs toujours aussi bons que Madame Bellini les préparait depuis des décennies. Mais maintenant, les murs arboraient de nombreuses nouvelles photographies. Des photos d'eux tous au parc par une belle journée ensoleillée. Les enfants souriant largement sur la balançoire. Une photo de la Saint-Valentin avec Reed assis au milieu d'une foule d'enfants. Des paillettes partout dans ses cheveux. Une photo du 6e anniversaire de Miles et Rosie. Un grand gâteau devant eux avec 6 bougies allumées. Et un dessin encadré avec un soin particulier accroché à la place d'honneur, juste à côté de la caisse. C'était le petit dessin brut de Miles, 4 personnes debout devant une maison, se tenant de la main, avec les mots écrits en dessous. « Ma famille ». Dans son propre monde, Reed Ashford était toujours le fantôme de Chicago. Il tenait toujours des réunions au 45e étage, négociait toujours des contrats de plusieurs millions de dollars, restait toujours l'homme que personne ne voulait défier. Il avait toujours des ennemis partout, des partenaires partout, et un empire souterrain s'étendant à travers la ville. Mais chaque dimanche, il était Uncle Reed, l'homme qui mangeait des Philly cheesesteaks avec du fromage partout sur les mains, l'homme qui lisait des contes de fées avec la voix de grognement ridicule que Rosie lui avait apprise. L'homme qui s'asseyait par terre pendant que Miles lui apprenait à dessiner de petites maisons tordues et des voitures qui ressemblaient à des boîtes d'allumettes. Son penthouse au 50e étage avait changé aussi. Il n'était plus froid et vide comme avant. Sur le mur du salon, il y avait maintenant les dessins de Miles, encadrés avec soin comme des œuvres d'art coûteuses. Dans la salle de bain, il y avait 2 petites brosses à dents,
une rose et une bleue, à côté de la sienne. Sur le canapé reposait un des vieux ours en peluche de Rosie. Oubliez là la dernière fois qu'elle était venue et laissé obstinément derrière elle parce que, comme elle l'avait déclaré, l'ours reste chez Uncle Reed pour qu'il puisse le garder pour lui. Sa maison ne résonne plus, avait dit Rosie à sa mère une fois, parce que nos affaires y sont maintenant. Maeve ne travaillait plus 2 emplois chaque jour comme elle le faisait autrefois. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Elle savait seulement que sa dette avait soudainement été remboursée, que le loyer de son appartement avait été payé 1 an à l'avance, que son service de nuit avait été réduit et qu'on lui avait donné un poste de jour avec un meilleur salaire. Elle savait qu'il l'avait fait. Elle le savait et faisait semblant de ne pas le savoir, car elle aussi apprenait à recevoir. Pas seulement à donner, car elle comprenait maintenant que laisser quelqu'un prendre soin de vous était aussi une forme d'amour. Madame Bellini tricotait toujours au comptoir chaque après-midi, mettait toujours de côté le meilleur sandwich pour le gentleman du dimanche. Mais maintenant, elle l'appelait Reed mon fils au lieu de monsieur comme elle le faisait les premiers jours. Et chaque fois qu'il entrait dans la sandwicherie, elle le regardait avec la chaleur et la fierté d'une grand-mère regardant son petit-fils. Aujourd'hui, c'était dimanche, et la neige avait commencé à tomber dehors. Des flocons blancs dérivaient doucement dans le vent, recouvrant le trottoir et les voitures garées le long de la rue d'une fine couche d'hiver. Noël approchait, et la petite sandwicherie était remplie de l'esprit chaleureux de la saison. Reed était assis à la table familière près de la fenêtre, Miles à sa gauche, Rosie à sa droite. Le bras de Rosie était guéri depuis longtemps. Le plâtre rose avait disparu, mais elle aimait toujours raconter à tout le monde la fois où je me suis blessé si courageusement. Et le docteur a dit que j'étais incroyable. Maeve sortit de la cuisine en portant les sandwichs, les posa sur la table, puis prit sa place en face de Reed. Elle ne gardait plus ses distances comme autrefois, ne se tenait plus derrière le comptoir à observer de loin. Elle faisait partie de cette maintenant, partie de cette famille maintenant. De la cuisine, Madame Bellini appela. Mangez avant que ça ne refroidisse. J'ai fait la recette spéciale aujourd'hui. Tout le monde à table rit. Rosie prit son sandwich et en prit une bouchée géante, se mettant du fromage partout sur le nez. Maman, dimanche prochain, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 7 ans. Maeve sourit et utilisa une serviette pour essuyer le nez de sa fille. Je sais, ma chérie, je suis prête. Rosie se tourna vers Reed, les yeux brillants. Oncle Reed, tu viens à mon anniversaire, n'est-ce pas? Promis? Bien sûr que je viens. Miles continuait de manger sans lever les yeux, mais il y avait une petite note malicieuse dans sa voix. Tu dois acheter un cadeau aussi, un beau. N'achète pas un cadeau moche. Reed le regarda, un coin de sa bouche tressaillant. Je sais, Rosie frappa dans ses mains, et tu dois me chanter joyeux anniversaire. Tu dois chanter très fort. Reed la regarda, puis Maeve, puis Madame Bellini, souriante au comptoir. J'essaierai. Maeve se couvrit la bouche en riant, ses yeux ambrés brillants. Ça, je veux voir ça, le fantôme de Chicago chantant joyeux anniversaire. Reed la regarda et puis il rit aussi. 1 an plus tôt, à cette même époque, il était assis seul dans son penthouse au 50e étage, un verre de whisky à la main, regardant Chicago enneigé en contrebas, et se demandant pourquoi un homme pouvait tout avoir et se sentir quand même comme s'il n'avait rien. 1 an plus tôt, il était le fantôme. L'homme que personne ne voyait vraiment. L'homme qui possédait le monde et n'avait toujours personne qui l'attendait pour dîner. Maintenant, il était assis dans une petite sandwicherie du South Side. Du fromage sur les mains, des paillettes encore prises dans ses cheveux de la fabrication de cartes de la semaine dernière. Une fillette de 16 ans exigeait qu'il chante « Joyeux anniversaire ». Un garçon de 6 ans lui rappelait d'acheter un beau cadeau. Une femme lui souriait avec les yeux les plus chaleureux qu'il ait jamais vus. Et une femme de 70 ans l'appelait « mon fils ». Il avait tout, vraiment tout. Rosie regarda soudain par la fenêtre, ses yeux s'écarquillant. « Oncle Reed, regarde comme la neige tombe fort. Noël est presque là. » Reed regarda dehors, observant les flocons blancs dériver à travers la lueur jaune des lumières. « Oui, c'est vrai. » Miles leva la tête, ses yeux qui avaient toujours été plus vieux que son âge se posant sur Reed. « Tu seras là pour Noël cette année, n'est-ce que pas? Tu passeras Noël avec nous, hein? » Reed sourit, le genre de sourire chaleureux qu'il n'aurait jamais imaginé 1 an plus tôt qu'il porterait à nouveau. « Je serai là à chaque Noël. » Miles le regarda et puis vint la question familière.
La question que le garçon avait posée dès la toute première nuit où ils s'étaient rencontrés. Promis? Reed regarda Miles, regarda Rosie, regarda Maeve, regarda Madame Bellini. Il regarda sa famille. Je le promets. Parce qu'enfin, après 33 ans, Reed Ashford avait trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, que le pouvoir ne pouvait saisir, et qu'un empire ne pourrait jamais donner. Un endroit où rentrer, quelqu'un qui lui manque, une famille à aimer. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si Reed, Maeve, Miles et Rosie ont touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour que nous sachions que vous êtes là. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, celles qui ont besoin d'entendre parler d'amour, de guérison et de la vérité qu'il n'est jamais trop tard pour trouver une famille. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Reed? Quelqu'un qui avait tout et n'avait pourtant rien? Ou avez-vous déjà été Maeve? Quelqu'un qui a dû être fort seul pendant bien trop longtemps? Laissez un commentaire et partagez ce qui se trouve au fond de votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et nous chérissons chaque histoire que vous partagez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires, de nouveaux voyages, de nouveaux cœurs qui attendent d'être guéris. Nous souhaitons à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour à venir. Merci d'avoir passé votre temps avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.